Elle tendit 4 billets de 20 € froissés et un billet de 20 usés pour une maison qui semblait tout droit sortie de la terre du milieu, pas de la campagne normande. Mais ce qu'elle découvrit, enfouie à 10 mètres sous ses fondations couvertes de mousse, allait secouer une ville entière et prouver que, parfois, les contes de fées cachent les plus sombres secrets. Le matin où Sandrine entra sur le parking de l'école primaire des Lilas, sa Renault Clio de 2004 toussa 2 fois avant de rendre l'âme complètement. Elle resta assise un instant, les mains crispées sur le volant, regardant les autres parents déposer leurs enfants dans des SUV qui coûtaient probablement plus cher que ce qu'elle avait gagné au cours des 3 dernières années. Sa fille, Manon, sautillait sur la banquette arrière, totalement inconsciente qu'il leur restait exactement 47 € pour tenir jusqu'à vendredi. « Maman, on va encore être en retard ?» demanda Manon, ajustant son sac à dos que Sandrine avait rapiécé 2 fois avec du ruban adhésif rose pour qu'il soit assorti. « Non, ma chérie. On est parfaitement à l'heure. » Sandrine se força à sourire et l'aida à sortir, la regardant courir vers l'entrée, ses chaussures de seconde main claquant sur le bitume. La voiture devrait attendre. Tout devrait attendre. Comme toujours. 3 heures plus tard, Sandrine était assise à sa table de cuisine, si l'on pouvait appeler une table de camping d'Emmaüs une table de cuisine, faisant défiler les annonces immobilières sur son téléphone. Non pas qu'elle puisse s'offrir quoi que ce soit, mais parce que parfois, rêver était gratuit. Elle filtra par prix, du plus bas au plus haut, s'attendant à voir les saisies habituelles et les terrains vagues, mais elle était là, nichée entre la carcasse calcinée d'une grange et une parcelle de marécage, demeure troglodyte unique, 100 €, en l'état. Elle cliqua dessus, certaine qu'il s'agissait d'une faute de frappe. L'unique photo montrait ce qui ressemblait à une porte construite à flanc de colline, ronde et verte avec une fenêtre circulaire. La description était laconique, terrain boisé de 1,2 hectares. Habitation souterraine unique. Aucune inspection. Espèce uniquement, curieux s'abstenir. Sandrine fixa l'écran. 100 €. Elle les avait, à peine, mais elle les avait. Le propriétaire avait déjà glissé le 2e avis d'expulsion sous sa porte ce matin-là. Le papier rose reposait sur le comptoir comme un compte à rebours. 7 jours pour payer ou quitter les lieux. 7 jours avant que Manon et elle ne vivent dans sa voiture, si elle parvenait à la faire redémarrer. Elle composa le numéro indiqué, les doigts tremblants. Ça sonna 1 fois, 2 fois. Ouais. La voix était rauque, fatiguée, comme si elle avait renoncé aux amabilités depuis des années. J'appelle pour l'annonce immobilière. C'est la 100 €. Un silence. Puis un rire qui ressemblait plus à une quinte de tout. Vous êtes sérieuse? Oui. C'est pas une maison normale. Je m'en suis douté avec la photo. Pas de raccordement, pas d'électricité, pas d'eau courante. C'est abandonné depuis 23 ans. Sandrine regarda son appartement actuel. L'électricité avait été coupée 2 fois cette année. L'eau chaude fonctionnait quand elle en avait envie. Ça me va. Une autre pause. Quand est-ce que vous pouvez venir voir? Et maintenant? L'homme, qui s'identifia à contre-cœur comme étant Jean, lui donna des indications pour un endroit à 45 minutes au nord de Caen. Pas d'adresse, juste des points de repère, après la vieille ferme Lebrun. À gauche aux chênes foudroyés. Suivez le chemin de terre jusqu'au bout. Sandrine alla chercher Manon plus tôt à l'école, prétextant un rendez-vous chez le médecin. La secrétaire lui lança le même regard que d'habitude, un mélange de pitié et de jugement. Sandrine s'était habituée à ces regards. « On va où, maman ?» demanda Manon alors qu'elle roulait vers le nord, la Clio coopérant miraculeusement pour une fois. « On part à l'aventure. » Comme dans les histoires? Exactement comme dans les histoires. Le chemin de terre apparut là où Jean l'avait dit, à peine visible entre des érables envahissants. La voiture de Sandrine protesta à chaque nid de poule, chaque caillou, mais elle persévéra. Les arbres se firent plus denses, leurs branches créant un tunnel de verdure. La lumière du soleil filtrait par plaques, dansant sur le pare-brise. Puis elles la virent. Manon eut le souffle coupé. « Maman, c'est une maison de fées. » Encastrée dans le flanc d'une colline, exactement comme sur la photo, se trouvait une porte verte parfaitement ronde avec des charnières en laiton. Une fenêtre circulaire était placée en son centre, le verre embué par le temps. La mousse recouvrait la colline comme une couverture, et des fleurs sauvages poussaient en touffes chaotiques autour de l'entrée. On aurait dit une image sortie d'un livre de contes,
quelque chose qui ne devrait pas exister en Normandie, ni nulle part ailleurs dans le monde réel. Jean attendait près de la porte. Un homme d'environ 70 ans, avec des yeux méfiants et des mains qui ne cessaient de bouger, de ses poches à ses clés, en passant par le bord de sa casquette de paysan. « Vous avez amené une gamine » dit-il. « C'est Manon. » Manon, dit bonjour à monsieur Jean. Manon fit un signe timide de la main, toujours fasciné par la maison. Jean grogna. Finissons en. Il sortit une clé ancienne, en laiton comme les charnières, et l'inséra dans la serrure. Le mécanisme protesta, cliquetant et grinçant, avant de finalement céder. La porte pivota vers l'intérieur sur des gonds silencieux. L'odeur les frappa en premier, la terre, le temps, et autre chose, quelque chose de doux comme du vieux bois. Jean alluma une lampe de poche et les fit entrer. L'entrée donnait sur une pièce circulaire avec un plafond en dôme. Des racines d'arbres s'entremêlaient dans les murs de terre, comme une architecture naturelle. Le sol était fait de pierres ajustées, polies par des décennies. À gauche, une arche menait à ce qui aurait pu être une cuisine. À droite, un autre passage disparaissait dans l'obscurité. Construit en 1958, dit Jean, sa voix résonnant étrangement. Un type du nom de Michel Lépine. Un peu excentrique. Il a passé 3 ans à creuser cet endroit à la main. Disait qu'il voulait vivre comme les hobbies dans ses bouquins. Manon tira sur la main de Sandrine. C'est magique, maman. Sandrine ne pouvait pas le nier. Malgré la poussière et l'abandon, malgré la voix pragmatique dans sa tête qui énumérait toutes les raisons pour lesquelles c'était de la folie, l'endroit semblait spécial. Sûr, même. Qu'est-ce qui lui est arrivé? À Michel? Demanda Sandrine. Jean haussa les épaules. Disparu en 79. Volatilisé, laissant tout derrière lui. La propriété est restée embourbée dans des imbroglios juridiques depuis. Finalement autorisée à la vente le mois dernier. Elles explorèrent plus loin. La cuisine avait un poêle à bois encastré dans le mur. Des étagères creusées directement dans la terre. Un passage étroit menait à 2 petites chambres, également rondes, également creusées dans la colline. La salle de bain était primitive, essentiellement des toilettes sèches accessibles par un passage arrière. L'eau vient d'un puits extérieur, expliqua Jean. Il y a une pompe à main. Elle a probablement besoin d'être réparée. Sandrine fit le calcul. Pas de loyer, pas de facture d'électricité, pas de facture d'eau. Juste la taxe foncière, qui sur une maison à 100 € serait pratiquement nulle. Elle pourrait survivre ici. Plus que survivre, peut-être. Pourquoi si peu cher? Demanda-t-elle. Jean se tortilla, mal à l'aise. Écoutez, madame, ça fait 2 ans que j'essaie de me débarrasser de cet endroit. Personne n'en veut. Trop bizarre, trop isolé, trop de travail. Les 100 €, c'est juste pour que ce soit légal. Vous la voulez ou pas? Sandrine regarda Manon, qui avait trouvé une fenêtre ronde et regardait la forêt au-delà. Son visage était illuminé par l'émerveillement. On la prend. La transaction eut lieu dans le camion de Jean. Sandrine compta 5 billets de 20 €, son fonds d'urgence, son dernier filet de sécurité. Jean les compta 2 fois, puis lui tendit une chemise en carton. L'acte de propriété est là-dedans, les limites du terrain, les informations fiscales. Les clés. C'est à vous. Il s'arrêta à la portière de son camion. Une dernière chose. Michel. Il creusait tout le temps. Il avait cette théorie sur la colline. Une sorte de truc géologique. Vous pourriez trouver des trous par-ci par-là. Soyez prudente. Puis il partit, son camion disparaissant sur le chemin de terre, laissant Sandrine et Manon seules avec leur nouvelle maison. On peut vraiment vivre ici? Murmura Manon. Sandrine s'agenouilla à côté de sa fille. Ce sera différent. Pas de télé, pas de micro-ondes. On devra chauffer l'eau sur le poêle et lire à la bougie. Comme Cosette dans Les Misérables. Exactement comme ça. Manon jeta ses bras autour du cou de Sandrine. C'est parfait. Elles passèrent le reste de la journée à explorer. Sandrine fit une liste mentale, produits de nettoyage, bougies, piles, nourriture non périssable. Il faudrait être créative, ingénieuse, mais elle faisait ça depuis des années déjà. Alors que le soleil commençait à se coucher,
peignant la forêt de nuances d'or et d'ambre, elles s'assirent sur la colline au-dessus de leur nouvelle maison. La porte verte et ronde semblait encore plus magique dans la lumière déclinante. « Maman, dit Manon, et s'il y avait des passages secrets ?» Sandrine sourit. « Alors on les trouvera. » Elles emménagèrent le samedi suivant. Il fallut 3 voyages en Clio pour transporter leurs maigres possessions. Sandrine avait vendu tout ce qui ne rentrerait pas ou n'était pas nécessaire. La télé, le micro-ondes, la cafetière, tout y était passé. Ce qui restait remplissait à peine la moitié d'une pièce. Manon s'appropria immédiatement la plus petite chambre, ravie que son lit s'intègre parfaitement contre le mur incurvé. Sandrine prit la plus grande pièce, bien que, plus grande, soit relatif. Les 2 pièces étaient douillettes comme peuvent l'être les petits espaces quand ils vous appartiennent. La première nuit, elles mangèrent des croque-monsieur à la lueur des bougies, assises sur des coussins dans la pièce principale. Manon avait trouvé un vieux livre sur l'une des étagères en terre, Le Hobby, comme il se doit, et Sandrine lut à haute voix jusqu'à ce que les yeux de Manon s'alourdissent. « J'aime notre demeure troglodyte », murmura Manon alors que Sandrine l'abordait. « Moi aussi, ma chérie. » Mais le sommeil ne vint pas facilement à Sandrine cette nuit-là. Chaque son était nouveau, le tassement de la terre, le murmure du vent dans des interstices invisibles, le bruit de petites créatures se déplaçant dans les murs. Elle resta allongée sur son matelas posé à même le sol, fixant le plafond tissé de racines, se demandant si elle n'avait pas commis une terrible erreur. Puis elle se souvint de l'avis d'expulsion, des menaces de coupure, de la peur constante de ne pas avoir assez. Ici, au moins, elles avaient un abri. Ici, elles avaient une chance. Elle dut s'assoupir, car elle se réveilla en sursaut à cause d'un son qui n'avait rien à faire là. Pas le craquement de la terre qui se tasse ou le bruissement des animaux. C'était rythmique, délibéré, comme une respiration, mais pas tout à fait. Sandrine s'assit, tendant l'oreille. Le son venait d'en bas, de quelque part sous le sol en pierre. Probablement le vent dans une fissure des fondations. Les vieilles maisons font des bruits bizarres. Elle finirait par tous les apprendre. Le lendemain matin amena de nouveaux défis. La pompe à main à l'extérieur fonctionnait à peine, produisant une eau brune qui s'éclaircit progressivement. Sandrine la faisait bouillir quand même, par précaution. Le poêle à bois nécessita 6 tentatives pour s'allumer, mais une fois qu'il prit, il emplit la cuisine d'une chaleur réconfortante. Manon s'adapta comme si elle était née pour ça. Elle ramassait du petit bois, aidait à transporter l'eau et transformait chaque corvée en jeu. On est des pionnières, déclara-t-elle, des aventurières, les héroïnes de notre propre histoire. Les jours s'installèrent dans une routine. Sandrine trouva du travail dans un bistrot en ville, reconnaissante pour l'argent régulier et les restes de nourriture qu'elle pouvait ramener à la maison. Manon prenait le car scolaire au bout du chemin de terre, un trajet de 40 minutes qu'elle passait le nez dans un livre. Mais les bruits d'en bas continuaient. Toujours la nuit, toujours à la limite de l'audible. Sandrine tenta de les localiser, collant son oreille à différents endroits du sol, mais la source restait insaisissable. Elle se disait que c'était l'eau souterraine, un tassement naturel, la colline qui s'adaptait à leur présence. Puis Manon trouva la première fissure. C'était un mardi après-midi. Sandrine était au travail. Manon était censée faire ses devoirs, mais elle avait exploré à la place. Elle fit irruption par la porte quand Sandrine rentra, les yeux brillants d'excitation. « Maman, maman, j'ai trouvé quelque chose. » Elle conduisit Sandrine dans sa chambre, à un endroit où le sol en pierre rejoignait le mur de terre. Une fine fissure courait le long de la jointure, à peine visible, sauf si vous étiez une enfant de 7 ans allongée sur le ventre, l'œil au niveau du sol. « Écoute. » Manon colla son oreille à la fissure. Sandrine s'agenouilla à côté d'elle, se sentant ridicule mais indulgente. Puis elle l'entendit. Faible mais indubitable. De l'air qui bougeait, comme si la colline respirait par cette minuscule ouverture. Il y a de l'espace en dessous, chuchota Manon. Un grand espace. L'esprit pratique de Sandrine prit le dessus. Les grottes étaient courantes en Normandie. La colline avait probablement des cavernes naturelles. Rien de mystérieux dans la géologie. Mais cette nuit-là, après que Manon se fut endormie, Sandrine retourna à la fissure avec une lampe de poche. Elle dirigea le faisceau dans l'interstice, essayant de voir au-delà. La lumière disparut dans les ténèbres. Elle trouva un cintre en fil de fer, le déplia et le passa à travers la fissure. Il descendit de 15 cm, 30 cm,
45 cm, et ne rencontra aucune résistance. Quoi qu'il y ait sous leur sol, ce n'était pas de la terre ferme. Au cours des jours suivants, Sandrine remarqua d'autres fissures, des fractures capillaires dans la pierre, comme si le sol se tassait de manière inégale, ou comme si quelque chose en dessous bougeait. Elle les remplit avec du mastic acheté dans un magasin à prix unique, se disant qu'elle ne faisait qu'entretenir leur nouvelle maison. Mais Manon avait attrapé le virus de l'exploration. Chaque jour apportait une nouvelle découverte. Une pierre qui sonnait creux quand on tapait dessus. Un coin où l'air semblait différent, plus frais. Un endroit dans la cuisine où les miettes tombées semblaient disparaître dans des interstices invisibles. Peut-être que Monsieur Michel a laissé un trésor, suggéra Manon un soir au dîner. Elle mangeait à nouveau à la lueur des bougies, de la soupe à la tomate et des croque-monsieur cuits sur le poêle à bois. Peut-être, acquiesça Sandrine, bien qu'en privé elle s'inquiéta plus de l'intégrité structurelle que d'un trésor. Ce week-end-là, Sandrine décida d'enquêter sérieusement. Armée d'un pied de biche trouvé dans un vide-grenier et animée par la curiosité, elle choisit un endroit dans la pièce principale où plusieurs fissures se croisaient. Les pierres semblaient ici plus lâches qu'ailleurs. « On creuse pour trouver un trésor ?» demanda Manon, sautillant d'excitation. « On vérifie juste les fondations, » dit Sandrine, bien que son cœur s'emballa alors qu'elle coinçait le pied de biche sous la première pierre. Elle se souleva plus facilement que prévu, révélant de la terre tassée en dessous. Mais la terre était étrange, trop uniforme, trop soigneusement arrangée. Sandrine souleva une autre pierre, puis une autre. Manon l'aida, ses petites mains agiles et rapides. À la quatrième pierre, la terre céda. Sandrine recula brusquement alors qu'une section s'effondrait vers l'intérieur, révélant l'obscurité en dessous. Pas un petit espace ou une cavité peu profonde. Un espace délibéré. Elle dirigea sa lampe de poche dans le trou. Des marches en pierre descendaient dans les ténèbres. Maman. La voix de Manon était faible, étrange. L'esprit de Sandrine s'emballa. Quelqu'un avait construit des escaliers sous leur plancher, les avait cachés. Pourquoi? Les mots de Jean résonnèrent. Michel. Il creusait tout le temps. Elle devrait reboucher le trou. Prétendre ne l'avoir jamais trouvé. Rien de bon ne venait des espaces souterrains secrets. Mais Manon dirigeait déjà sa propre lampe de poche dans le trou. Et Sandrine vit l'émerveillement sur le visage de sa fille. Le même émerveillement qu'elle avait eu en voyant la porte verte et ronde pour la première fois. Demain, dit Sandrine fermement, nous explorons demain, quand nous aurons de meilleures lumières et une corde. Manon grogna, mais accepta le délai. Elles couvrirent le trou avec une planche et allèrent se coucher, bien qu'aucune des deux ne dormit bien. Les rêves de Sandrine étaient remplis d'escaliers descendants dans la terre. Le matin arriva, gris et brumeux. Manon était debout avant l'aube, habillée et prête, son sac à dos rempli de ce qu'elle considérait comme l'essentiel de l'exploration, de la ficelle, de la craie, son carnet, 3 briques de jus de fruits. Sandrine avait passé la moitié de la nuit à faire ses propres préparatifs, des lampes frontales du magasin de camping, une corde, une trousse de premier secours, un pied de biche. Une partie d'elle espérait qu'elle ne trouverait rien, une cave à légumes, un puits abandonné, quelque chose de banal et de décevant qui mettrait fin à la phase de chasse au trésor de Manon. Mais la plus grande partie, celle qui avait acheté une demeure troglodyte pour 100 €, voulait du mystère, de la magie, voulait le conte de fées auquel Manon croyait. Elles soulevèrent d'autres pierres, élargissant l'entrée. Les marches étaient taillées dans la roche-mère, usée mais solide. Sandrine attacha la corde autour de sa taille, l'autre extrémité fixée au poêle en fonte. Si quelque chose semble anormal, on remonte tout de suite, dit-elle. Manon hocha la tête solennellement, sa lampe frontale lui donnant l'air d'une minuscule mineure. Elles descendirent lentement. 5 marches, 10. Les murs passèrent de la terre à la pierre, taillés avec la même précision soignée que les escaliers. L'air devint plus frais, mais pas humide, pas moisi. Il bougeait doucement, suggérant un espace plus loin. 15 marches, 20. Maman, regarde. La lumière de Manon attrapa quelque chose sur le mur. Des marques, pas des rayures aléatoires, mais des symboles délibérés. Des lettres, peut-être, mais d'aucun alphabet que Sandrine connaissait. Elles continuèrent. 25 marches, 30. Les escaliers se terminaient par une porte en bois. Elle n'aurait pas dû être là. Rien en bois n'aurait dû survivre des décennies sous terre. Mais la porte semblait presque neuve,
sa surface lisse et sans marque. Des charnières en fer la maintenaient à un cadre de pierres ajustées. Un simple loquet servait de poignée. Sandrine hésita. Chaque instinct criait au danger. Les pièces souterraines secrètes n'étaient pas des découvertes fantaisistes. C'étaient des endroits où des choses terribles se passaient, où les gens cachaient de terribles secrets. Mais Manon passa la main devant elle et souleva le loquet. La porte s'ouvrit silencieusement, révélant une pièce qui défiait toute explication. Parfaitement circulaire, d'environ 6 mètres de diamètre, avec un plafond en dôme comme les pièces du dessus. Mais là où celle-ci était de simples chambres de terre, c'était tout autre chose. Les murs étaient recouverts de panneaux métalliques qui captaient les faisceaux de leurs lampes frontales et les renvoyaient en motifs étranges. Des symboles couvraient chaque surface, non pas gravés, mais incisés, précis et étrangers. Au centre de la pièce se trouvait un piédestal, également en métal, également couvert de symboles. Et sur le piédestal reposait une boîte. « C'est le trésor » murmura Manon. Sandrine s'approcha prudemment. La boîte faisait peut-être 50 cm de côté, faite du même métal que les murs. Pas de serrure ou de jointure visible, juste plus de ces étranges symboles gravés en rangées parfaites. Elle tendit la main, hésita, puis la toucha. Le métal était chaud, pas brûlant, juste chaud, comme s'il était vivant, comme s'il avait attendu. « Maman. » La voix de Manon était différente maintenant, interrogative. Elle passait ses mains le long du mur, et là où elle touchait, les symboles brillaient faiblement. Pas une lumière vive, juste une suggestion de lumière, comme une phosphorescence. L'esprit rationnel de Sandrine tenta d'expliquer, une sorte de réaction chimique, d'oxydation, de bioluminescence. Mais ses mains tremblaient alors qu'elle soulevait la boîte du piédestal. Elle était plus lourde que sa taille ne le suggérait. Le métal semblait presque organique sous ses doigts. Elle la tourna, cherchant un moyen de l'ouvrir, mais ne trouva rien d'évident. « On devrait y aller, dit-elle. Monter ça et comprendre ce que c'est. » Manon hocha la tête, bien que Sandrine pût voir qu'elle voulait explorer davantage. Il y avait une autre porte de l'autre côté de la pièce, identique à celle par laquelle elles étaient entrées, mais un mystère à la fois. Elles remontèrent, Sandrine serrant la boîte, Manon bavardant sur les codes, les énigmes et la magie. À la lumière de leur pièce principale, la boîte semblait différente, toujours étrange, mais moins menaçante. Plus comme une antiquité élaborée qu'un artefact extraterrestre. Sandrine la posa sur leur table de fortune et la regarda vraiment. Les symboles n'étaient pas aléatoires. Ils avaient des motifs, des répétitions, presque comme un langage ou des mathématiques. Peut-être que M. Michel était un espion, suggéra Manon. Peut-être que ce sont des trucs d'espions. C'était une théorie aussi bonne qu'une autre, meilleure que ce que l'imagination de Sandrine conjurait. Elle passa ses doigts le long d'un bord, cherchant des loquets ou des boutons cachés. Rien. Mais le métal devint plus chaud sous son contact. Puis Manon rit. « Maman, tu l'as fait briller. » Sandrine baissa les yeux. Là où ses doigts reposaient, les symboles émettaient cette même faible lueur qu'elles avaient vue en bas. Elle appuya plus fort et la lueur s'intensifia. Elle traça l'un des motifs de symbole, et tout le motif s'illumina. « C'est comme un puzzle, dit Manon. Il faut les toucher dans l'ordre. » Elles passèrent l'heure suivante à essayer différentes combinaisons. Manon prenait des notes, cartographiant quels symboles se connectaient à quels autres. Sandrine se sentait de plus en plus ridicule. Deux personnes jouant avec ce qui n'était probablement qu'une œuvre d'art élaborée. Puis Manon toucha 3 symboles en séquence et quelque chose cliqua. Pas un son fort, juste un doux murmure mécanique. Une jointure apparut là où il n'y en avait pas eu auparavant. Sandrine et Manon se regardèrent. « On devrait » demanda Sandrine, bien qu'elles connaissent la réponse. Elles étaient allées trop loin pour s'arrêter maintenant. Elle souleva le couvercle. À l'intérieur, niché dans un tissu qui s'effritait à son contact, se trouvaient 3 objets, un journal en cuir enveloppé dans une toile cirée, un petit appareil qui ressemblait à un croisement entre une boussole et une montre, et un parchemin roulé scellé à la cire. Sandrine prit d'abord le journal. Le cuir était doux, bien conservé. Elle l'ouvrit avec précaution. La première page portait une date, 21 mars 1979. Le journal de Michel. L'écriture était serrée, mais claire. Ils disent que la folie court dans la famille Lépine. Peut-être ont-ils raison.
Mais la folie et la vision portent souvent le même visage. Je l'ai trouvé. Après 20 ans de recherche, de fouilles, à suivre les vieilles cartes et les histoires plus anciennes encore. L'entrée du sanctuaire. Demain, je descends. Si quelque chose m'arrive, que ce témoignage demeure. Je ne suis pas fou. Les gardiens étaient réels. Leur héritage demeure, et je l'ai trouvé. Les mains de Sandrine tremblaient alors qu'elle tournait la page, mais Manon tendait déjà la main vers l'étrange appareil. Alors que ses doigts se refermaient dessus, la chose s'anima en bourdonnant. Des lumières dansèrent sur sa surface. Pas des lumières électriques, mais quelque chose de plus doux, de plus organique. Et de quelque part loin sous leurs pieds, résonnant à travers les escaliers de pierre qu'elles avaient découverts, vint un bourdonnement en réponse. Les murs de leur demeure troglodyte vibrèrent doucement, comme un diapason frappé par une main invisible. Les yeux de Manon étaient grands ouverts. « Maman, je crois qu'on a réveillé quelque chose. » Le bourdonnement s'intensifia, et Sandrine réalisa, avec un mélange de terreur et d'émerveillement, que leur maison à 100 € était sur le point de révéler pourquoi elle avait vraiment été abandonnée. Michel Lépine n'avait pas disparu. Il avait trouvé quelque chose. Et maintenant, elle l'avait trouvé aussi. La boîte dans ses mains redevint chaude, et les symboles commencèrent à pulser à un rythme qui correspondait au bourdonnement d'en bas. Quoi qu'il y ait sous leur demeure troglodyte, quoi que Michel ait découvert, ce n'était plus endormi. Ça attendait qu'elle redescende. Le bourdonnement continua toute la nuit. Une basse vibration qui semblait venir de la terre elle-même. Sandrine resta éveillée, le journal de Michel serré contre sa poitrine, tandis que Manon dormait d'un sommeil agité à côté d'elle. Elles avaient déplacé le matelas de Manon dans la chambre de Sandrine, aucune ne voulant être seule avec ce qu'elles avaient réveillé. Au matin, le bourdonnement s'était estompé en un murmure, mais la maison semblait différente, chargée, comme l'air avant un orage. Sandrine prépara le petit déjeuner sur le poêle à bois, essayant de maintenir une normalité, mais ses mains tremblaient en retournant les crêpes. « On retourne en bas aujourd'hui ?» demanda Manon, du sirop coulant sur son menton. Sandrine avait passé la moitié de la nuit à lire le journal de Michel. Ses entrées commençaient de manière rationnelle, méthodique, décrivant des études géologiques et des légendes locales. Mais au fil des pages, son écriture devenait frénétique, remplie de références aux gardiens, au sanctuaire et à des équations mathématiques qui faisaient mal à regarder. « Nous devons d'abord comprendre à quoi nous avons affaire, » dit Sandrine. Mais l'appareil que Manon avait touché, que Michel appelait une « clé de résonance », dans ses notes, était posé sur leur table, pulsant de cette étrange lumière organique. Et les sons d'en bas avaient changé. Ce qui avait été autrefois des craquements et des chuchotements aléatoires avait maintenant un rythme, un motif, un but. Cet après-midi-là, pendant que Manon était à l'école, Sandrine retourna dans la salle souterraine. Elle apporta un équipement adéquat cette fois, une lanterne de camping, des outils, un appareil photo. Les escaliers semblaient différents à la lumière du jour, moins menaçants, mais plus réels. Ce n'était pas un rêve ou un conte de fées. C'était réellement en train de se produire. La pièce circulaire était exactement comme elle l'avait laissée, à une exception près. Les symboles sur les murs brillaient faiblement, tous, créant des motifs qui se déplaçaient comme des êtres vivants. Et la deuxième porte, celle qu'elle n'avait pas ouverte, laissait apparaître une fente de lumière sur ses bords. Sandrine s'en approcha lentement. Le loquet était identique à celui de la première porte. Du simple fer. Elle le souleva. La porte s'ouvrit sur un couloir taillé dans la roche solide. Mais ce n'était pas un travail de mineur grossier. Les murs étaient lisses comme du verre, se rejoignant à des angles parfaits. La lumière venait de partout et de nulle part, une illumination douce qui semblait émaner de la pierre elle-même. Elle avança, ses pas résonnant étrangement. 6 mètres, 15. Le couloir s'incurvait doucement, s'enfonçant en spirale plus profondément dans la colline. Des passages latéraux partaient, mais Sandrine resta sur le chemin principal. Le journal de Michel mentionnait s'être perdu dans le labyrinthe en dessous, passant des jours à retrouver son chemin. Puis le couloir s'ouvrit et Sandrine oublia comment respirer. La chambre était vaste, incroyablement vaste. Le plafond disparaissait dans l'obscurité malgré l'étrange lumière ambiante. Et couvrant chaque surface visible mur, sol, piliers sculptés se trouvaient des étagères. Des milliers et des milliers d'étagères s'étendant dans l'ombre. Mais ce n'étaient pas des livres qu'elles contenaient. Sandrine s'approcha de l'étagère la plus proche, sa lumière se reflétant sur du métal et du cristal.
des appareils, des artefacts, des objets qui n'avaient pas de nom car ils n'appartenaient à aucune civilisation qu'elle connaissait. Certains étaient clairement technologiques, des circuits et des engrenages dans des configurations impossibles. D'autres semblaient organiques, pulsant de la même lumière intérieure que la clé de résonance. Elle prit l'objet le plus proche, une sphère d'anneaux imbriqués qui se mit à tourner à son contact. À l'intérieur, suspendu dans ce qui ressemblait à de la lumière liquide, des symboles flottaient comme un texte vivant. Elle le reposa rapidement, craignant ce qu'elle pourrait activer d'autre. Un piédestal près de l'entrée contenait quelque chose de familier. Un autre journal. Mais celui-ci était ancien. Le cuir craquelé, les pages cassantes. L'écriture n'était pas celle de Michel. Ce n'était même pas du français. Mais alors que Sandrine fixait les symboles, ils semblèrent se déplacer, se réarranger, devenir presque compréhensibles. La dernière archive des gardiens, lut elle à haute voix, bien qu'elle ne puisse expliquer comment elle lisait. Préservée contre l'obscurité à venir. Que ceux qui la trouvent se montrent dignes de l'héritage. Son téléphone vibra. 15 heures. Manon serait bientôt à la maison. Sandrine courut dans le couloir, remonta les escaliers, recouvrant l'entrée juste au moment où le car scolaire arrivait sur le chemin de terre. Elle accueillit Manon à la porte, essayant d'avoir l'air normal, échouant complètement. « Tu es descendu sans moi », l'accusa Manon, lisant instantanément sur son visage. Juste un coup d'œil rapide. « Qu'est-ce que tu as trouvé ?» Sandrine s'agenouilla à côté de sa fille. Comment expliquer l'impossible? Comment dire à une enfant de 7 ans que tout ce qu'elle pensait savoir sur le monde était incomplet? J'ai trouvé des réponses, dit-elle finalement, et beaucoup plus de questions. Elles descendirent ensemble après le dîner. Sandrine avait établi des règles, rester ensemble, ne rien toucher sans permission, remonter au premier signe de danger. Mais l'excitation de Manon était contagieuse. C'était mieux que n'importe quel conte de fées. La chambre des archives frappa Manon comme une force physique. Elle tourna en rond, essayant de tout assimiler. Sa lumière dansait sur des mystères qui avaient attendu des décennies, peut-être des siècles, pour être trouvés. C'est comme un musée, souffla-t-elle. Mais pour les extraterrestres. On ne sait pas si ce sont des extraterrestres, dit Sandrine automatiquement, bien que, quelle autre explication y avait-il? La technologie, l'échelle, la physique impossible d'un espace aussi grand existant à l'intérieur d'une colline qui ne devrait pas pouvoir le contenir. Elles explorèrent méthodiquement. Les étagères étaient organisées, réalisa Sandrine. Regroupées par fonction, peut-être, ou par origine. Une section ne contenait que des objets cristallins qui bourdonnaient d'harmonique lorsqu'on s'en approchait. Une autre contenait ce qui ressemblait à des armes, des tiges et des sphères qui irradiaient une menace même en sommeil. « Maman, regarde ça !» Manon avait trouvé une section d'objets plus petits, de la taille de mains humaines. Elle tenait quelque chose qui ressemblait à un viseur fait de laiton et de cristal. Quand elle le porta à ses yeux, elle haleta. « Je peux voir à travers les murs. »« Je peux voir, maman, il y a d'autres pièces. » « Beaucoup d'autres. »« Et autre chose, quelque chose de grand. » Sandrine prit l'appareil, regarda à travers. Le monde explosa en couches. Elle pouvait voir la chambre des archives telle qu'elle était, mais aussi les espaces au-delà, des couloirs, des chambres, de vastes salles remplies de plus d'étagères, de plus d'artefacts. Et en dessous de tout, au cœur même de la colline, quelque chose qui pulsait d'une lumière trop vive pour être perçue clairement. Le cœur du sanctuaire, murmura-t-elle, se souvenant des mots de Michel. C'est alors qu'elles entendirent les bruits de pas. Pas le tassement aléatoire de la terre ou le bruit d'animaux. Des pas clairs, délibérés, venant d'un des passages latéraux. Sandrine attrapa Manon, la tirant derrière un pilier. Les pas se rapprochèrent, accompagnés d'un son comme une conversation chuchotée. Une silhouette émergea de l'ombre. Grand, mince, portant des vêtements qui auraient pu être à la mode dans les années 1970. L'homme se déplaçait avec raideur, comme par manque de pratique. Ses cheveux étaient blancs, sauvages, sa barbe atteignant presque sa taille. Il s'arrêta au piédestal, passant ses doigts sur l'ancien journal. Quand il parla, sa voix était rouillée, inutilisée. Je me demandais quand quelqu'un viendrait. La clé chante depuis des jours. Comme la première fois que je l'ai trouvée. Il se tourna et ses yeux, d'un bleu vif, perçant malgré la folie évidente qui y brillait,
trouvèrent immédiatement Sandrine et Manon. Inutile de vous cacher. Ces vieux yeux voient mieux ici en bas que là-haut. Michel. La voix de Sandrine était à peine un murmure. Il sourit, et c'était à la fois triste et terrifiant. Michel Lépine. À votre service. Bien que je soupçonne d'être parti assez longtemps pour que personne ne se souvienne de ce nom. Ça fait combien de temps? Les saisons se mélangent ici en bas. On est en 2024. Vous êtes parti depuis 45 ans. Quelque chose vacilla dans ses yeux. De la douleur, peut-être, ou du soulagement. 45 ans? Oui, ça semble juste. Le temps s'écoule étrangement dans les profondeurs. Vous êtes les nouvelles propriétaires, alors? De ma petite demeure troglodyte? Manon jeta un coup d'œil de derrière Sandrine. On l'a acheté pour 100 €. Michel se mit à rire, un son comme le vent dans des pièces vides. 100 €. J'ai payé l'équivalent de 8 000 € en 1958. Mais bon, je suppose que les maisons abandonnées perdent de la valeur, surtout quand leurs propriétaires disparaissent dans des endroits impossibles. Michel les guida plus profondément dans l'archive, se déplaçant avec l'assurance de quelqu'un qui avait passé des décennies à apprendre chaque passage. Son histoire venait par fragments pendant qu'il marchait. J'étais professeur, autrefois. Archéologie, anthropologie. Le genre d'universitaire dont on se moquait parce qu'il prenait le folklore au sérieux. Mais les histoires sur cette colline, sur les lumières que les gens voyaient, les choses qui disparaissaient. Ce n'étaient pas que des histoires. Il s'arrêta devant une section remplie de ce qui ressemblait à des cartes enroulées faites de treillis métalliques. Les gardiens n'étaient pas humains. Pas exactement. Ils étaient des conservateurs, des collectionneurs. Ils rassemblaient le savoir, la technologie, l'art de. Eh bien, appelons ça des lieux lointains. Et quand ils sont partis, ils ont tout scellé ici. Pourquoi? Demanda Sandrine. Pour la même raison que nous enterrons des capsules temporelles. La préservation. L'espoir. La croyance que quelqu'un finirait par être digne de l'héritage. Il se tourna vers Manon. Tu as activé la clé de résonance, n'est-ce pas? Les enfants y arrivent toujours. Leurs esprits ne sont pas encore figés, pas enfermés dans des définitions étroites du possible. Manon hocha fièrement la tête. Elle était chaude. Les gardiens ont construit leur serrure pour reconnaître le potentiel, pas l'âge. La sagesse, croyait-il, pouvait venir de n'importe qui. Michel tira l'une des cartes métalliques de son étagère, la déroulant avec une aisance pratiquée. La surface s'anima avec des représentations tridimensionnelles de systèmes stellaires que Sandrine ne reconnaissait pas. C'est ça qui m'a brisé, dit-il doucement. L'échelle de tout ça. La preuve que nous ne sommes pas seuls. Que nous ne l'avons jamais été. Que la Terre n'était qu'une étape sur un circuit qui s'étendait. Il fit un geste impuissant vers la carte. Je suis descendu ici pour étudier. Les jours sont devenus des semaines. Les semaines des années. L'archive pourvoit, voyez-vous. Nourriture, eau, air, tout est généré par des technologies que je ne comprends toujours pas. Je n'avais pas besoin de partir. Et après un certain temps, je ne pouvais plus. Vous ne pouviez plus? Sandrine sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la température. Michel sourit tristement. L'esprit humain n'est pas fait pour contenir autant de vérité. Chaque artefact que je touchais, chaque enregistrement que je décodais ajoutait du poids. Je crois que j'en ai trop compris pour pouvoir retourner dans le monde d'en haut. Alors je suis resté. Un prisonnier volontaire, un moine fou dans un monastère impossible. Il les conduisit dans une autre chambre. Celle-ci était remplie de cylindres cristallins qui s'élevaient du sol au plafond. À l'intérieur de chacun, suspendus dans une sorte de champ de stase, se trouvaient des objets d'une beauté à couper le souffle, des sculptures qui défiaient la géométrie, des peintures qui bougeaient et respiraient, des instruments de musique attendant des mains qui ne viendraient peut-être jamais. L'archive culturelle, expliqua Michel. L'art d'une centaine de mondes, peut-être un millier. J'ai arrêté de compter. L'esprit de Sandrine tournait. Ce n'était pas juste une découverte. C'était tout. La preuve de la vie extraterrestre. Des technologies qui pourraient transformer la civilisation. Un savoir qui pourrait répondre aux plus anciennes questions de l'humanité. Et tout cela se trouvait sous une colline en Normandie,
protégée par rien d'autre qu'une vieille porte en bois et un siècle d'abandon. Nous devons le dire à quelqu'un, dit-elle. Les autorités, les scientifiques. Cela appartient au monde. Le rire de Michel était amer. J'ai pensé la même chose, pendant environ 1 an. Puis j'ai réalisé ce qui se passerait. Les gouvernements, les multinationales, les fabricants d'armes. Ils mettraient cet endroit en pièces. Classeraient secret défense ce qu'ils ne pourraient pas monétiser, transformeraient en armes ce qu'ils ne pourraient pas comprendre. Les gardiens n'ont pas préservé ça pour ça. Ils l'ont préservé pour des individus, pour des gens capables d'apprécier l'émerveillement sans avoir besoin de le posséder. Manon s'était approchée d'une vitrine voisine, se tenant sur la pointe des pieds pour regarder à l'intérieur. « Maman, celui-là bourdonne. » À l'intérieur de la vitrine se trouvait une couronne, ou quelque chose comme une couronne. Des cercles de métal qui flottaient indépendamment, orbitant autour d'un point central qui scintillait d'éclairs contenus. C'était beau et terrible, et clairement pas destiné à des têtes humaines. Les insignes de la pensée, dit Michel. Je l'ai essayé une fois. J'ai mis 3 jours à m'en remettre. Ça vous montre tout. Chaque connexion, chaque possibilité. Le poids des futurs infinis pesant sur un seul présent. Je ne le recommande pas. Ils continuèrent à travers les archives pendant ce qui sembla des heures. Chaque pièce révélait de nouvelles impossibilités. Une bibliothèque de livres qui s'écrivaient eux-mêmes, se mettant à jour avec le savoir au fur et à mesure de sa découverte quelque part dans l'univers. Un jardin d'arbres cristallins qui portait des fruits faits de lumière condensée. Une piscine de liquide qui ne reflétait pas votre visage, mais votre potentiel, toutes les personnes que vous auriez pu être. Et à travers tout cela, Michel narrait avec la passion du professeur qu'il avait été, mêlé à la folie de décennies passées seul avec des miracles. Les preuves mathématiques sont les pires, dit-il, leur montrant une pièce remplie d'équations flottantes. Elles prouvent des choses qui ne devraient pas être prouvables. L'existence de l'âme, la mécanique de la conscience, la formule de l'amour, de la haine et de l'espoir. Une fois que vous voyez les maths derrière la réalité devient mince. Sandrine regarda Manon tout absorbée avec la résilience de l'enfance. Là où Sandrine voyait des révélations qui brisaient les mondes, Manon voyait des merveilles. Là où Sandrine sentait le poids de la responsabilité, Manon ne ressentait que de la joie. C'est peut-être pour cela que les gardiens avaient construit leur serrure pour reconnaître les enfants. Ils pouvaient porter la vérité sans être écrasés par elle. Finalement, Michel les conduisit à une porte différente des autres. Celle-ci était scellée par plusieurs serrures, chacune nécessitant une clé différente. Il les sortit de ses poches. Il les portait depuis des décennies, réalisa Sandrine, en attendant. C'est pour ça que je suis resté, dit-il. Pas seulement le savoir, pas seulement la folie, mais ça. La porte s'ouvrit sur une chambre forte. Et à l'intérieur, empilée en rangées nettes, organisée avec la même précision extraterrestre que tout le reste, se trouvait une richesse au-delà de toute compréhension. Pas de l'argent. L'argent aurait été banal. C'était de la valeur brute. De l'or sous des formes qui n'avaient jamais vu la terre. Des gemmes qui capturaient et retenaient la lumière comme des êtres vivants. Des métaux qui défiaient le tableau périodique. Des substances qu'on ne pouvait appeler que trésors, car aucun autre mot ne convenait. Les gardiens étaient aussi des commerçants, expliqua Michel. C'est juste le surplus. Les objets qui n'avaient aucune valeur culturelle ou scientifique, seulement économique. Ils le gardaient comme nous garderions de la petite monnaie. Les genoux de Sandrine flageolèrent. Elle s'était inquiétée pour 47 € pour les courses, pour faire rouler sa voiture, pour les chaussures trouées de Manon. Et ici, il y avait assez de richesses pour acheter des nations. Combien ? Murmura-t-elle. Michel haussa les épaules. J'ai arrêté de calculer après le 1er milliard. Et c'était juste l'or. La matière exotique, les éléments rares. Il y a des substances ici pour lesquelles la science terrestre n'a même pas encore de nom. Leur valeur devrait être inventée. Manon ramassa ce qui ressemblait à un rubis de la taille de son poing. Il pulsait d'un feu intérieur, projetant des ombres rouges sur son visage stupéfait. On est riche. Au-delà de riche, dit Michel. Au-delà du concept de richesse. Ce qui apporte ses propres problèmes. Comment vendez-vous une gemme qui ne devrait pas exister? Comment expliquez-vous de l'or qui est isotopiquement impossible? J'ai essayé il y a 40 ans.
J'ai apporté une seule pièce à un revendeur à Caen. Il a appelé la gendarmerie. J'ai à peine réussi à revenir ici. L'esprit de Sandrine s'emballa. Elle ne pouvait pas le vendre. Pas ouvertement. Mais même une fraction, soigneusement blanchie, signifierait ne plus jamais s'inquiéter. Manon pourrait aller à l'université. Elle pourrait avoir une vraie maison, une voiture qui démarre à chaque fois. Prenez ce dont vous avez besoin, dit Michel, lisant dans ses pensées. Les gardiens approuveraient. Ils croyaient en l'équilibre, en ce que les êtres aient ce qu'il leur faut pour accomplir leur but. Soyez juste prudente. Soyez intelligente. Le monde d'en haut n'est pas prêt pour ce qui se trouve ici. Elles remplirent le sac à dos de Manon de petites gemmes, de pièces facilement dissimulables, de choses qui pourraient passer pour des trésors terrestres si on n'y regardait pas de trop près. C'était comme voler dans un musée, mais Michel leur assura que c'était leur droit. Vous l'avez trouvé, dit-il. Vous avez ouvert les serrures. Selon la loi des gardiens, vous êtes les nouvelles conservatrices. L'archive vous reconnaît maintenant. Comme pour prouver ses dires, les lumières dans tout le complexe pulsèrent au rythme de leur respiration. Les murs bourdonnaient d'harmoniques qui correspondaient à leurs battements de cœur. L'espace impossible les avait acceptés. Elles se préparèrent à partir, mais Michel resta en arrière. « Vous ne venez pas » demanda Manon. « Vous pourriez vivre dans la demeure troglodyte avec nous. » Son sourire était infiniment triste. « Je suis ici en bas depuis trop longtemps, petite. Le soleil m'aveuglerait maintenant. Le ciel serait trop grand. Et le silence. Après des décennies à écouter l'archive chanter, le silence d'en haut me rendrait fou. » Il fit une pause. Plus fou. Sandrine comprit. Il avait trouvé sa place, même si cette place était la folie. Mais elle devait demander, Y a-t-il plus bas que ce niveau? Les yeux de Michel devinrent lointains. Le cœur du sanctuaire. Oui. J'y suis allé une fois. Une seule fois. C'est. Il chercha ses mots. C'est là qu'il gardait les choses importantes. Les choses dangereuses. Les réponses aux questions que nous n'avons pas encore appris à poser. Je les scellais derrière moi. Certaines portes devraient rester fermées jusqu'à ce que l'humanité soit prête. Il leur donna un communicateur, un cristal qui leur permettrait de parler à travers la barrière entre le dessus et le dessous. Venez me voir quand vous pourrez. Ça fait. Ça fait du bien de se souvenir du langage. De se souvenir que j'ai été humain, un jour. Elles remontèrent à leur demeure troglodyte alors que l'aube filtrait par les fenêtres rondes. Le monde normal semblait fragile après la solidité de la vérité impossible d'en bas. Sandrine prépara le petit déjeuner. Manon se prépara pour l'école. Elles ne parlèrent pas de ce qu'elles avaient vu. Les mots l'auraient rendu plus petit. Mais cette nuit-là, après que Manon se fut endormie, Sandrine étala 3 gemmes sur leur table. Un saphir qui contenait des étoiles, une émeraude qui pulsait comme un battement de cœur, un diamant qui projetait des arcs-en-ciel dans des directions qui n'existaient pas. 200 millions d'euros. C'était l'estimation prudente qu'elle avait calculée, basée sur les valeurs terrestres pour des gemmes terrestres. Celles-ci valaient infiniment plus. Mais elle les vendrait comme des pierres ordinaires. Transactions anonymes, distribution soignée. Assez pour changer leur vie sans changer le monde. Elle pensa à Michel choisissant la folie plutôt que la richesse. Aux gardiens abandonnant des trésors qui pourraient acheter des planètes. À Manon, acceptant l'impossible avec la grâce de l'enfance. L'archive bourdonnait sous elle, patiente comme la pierre, attendant que l'humanité grandisse pour mériter son héritage. Et Sandrine réalisa qu'elle n'était plus seulement une mère célibataire qui avait acheté une demeure troglodyte. Elle était une gardienne. Une gardienne de secrets trop grands pour le monde. La responsabilité aurait dû la terrifier. Au lieu de cela, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas connu depuis des années. Un but. Elle avait du travail à faire, une fille à élever, une archive à protéger. Et, d'une manière ou d'une autre, impossiblement, les ressources pour tout faire. Elle enveloppa les gemmes avec soin, planifiant déjà leur nouvelle vie. Pas seulement la survie maintenant. Quelque chose de plus grand. Quelque chose digne du cadeau qu'elles avaient reçu. En bas, elle pouvait sentir Michel se déplacer dans les archives, n'étant plus seule dans sa vigile. Et plus profondément encore, au-delà des niveaux qu'elles avaient explorés, autre chose attendait.
Le cœur du sanctuaire. Les vérités dangereuses. Les réponses qui pourraient briser ou refaire le monde. Un jour, elle serait prête pour ces réponses. Mais pas encore. Pas avant que Manon soit plus grande. Pas avant que l'humanité ait prouvé qu'elle pouvait gérer les petites révélations sans s'autodétruire. Pour l'instant, elles avaient assez. Une demeure troglodyte cachant des profondeurs impossibles. Une richesse au-delà de toute mesure. Et un but qui s'étendait dans le vide entre les étoiles. Sandrine sourit, rangeant les gemmes dans un coffre-fort caché qu'elle avait installé ce jour-là même. Demain, elle irait à Paris, ferait la première vente, commencerait à construire la vie que Manon méritait. Mais ce soir, elle s'assit simplement dans leur pièce ronde, écoutant l'archive chanter ses berceuses extraterrestres à travers la pierre, et s'émerveilla de la façon dont une maison à 100 € les avait transformés de désespérés à élus. Le conte de fées était devenu réel. Et comme tous les vrais contes de fées, il venait avec des prix et des responsabilités qu'aucun livre d'histoire ne mentionnait jamais. Mais en regardant la porte de Manon, en pensant à l'émerveillement intrépide de sa fille, Sandrine sut qu'elles avaient fait le bon choix. Les gardiens avaient laissé leur trésor pour quelqu'un. Après 45 ans d'attente, ils avaient enfin trouvé leurs héritières. La première vente eut lieu dans un mont-de-piété du quartier des Joailliers à Paris, 3 semaines après leur découverte. Les mains de Sandrine ne tremblaient pas alors qu'elle posait la petite émeraude sur le comptoir, mais son cœur battait la chamade contre ses côtes. Elle avait répété son histoire une douzaine de fois, héritée d'une grand-mère, besoin d'argent pour des réparations, ne connaissait pas grand-chose aux gemmes. Le marchand, un homme aux yeux fatigués et aux mains sûres, l'examina à travers sa loupe. Son expression ne changea jamais, mais Sandrine vit ses doigts se crisper presque imperceptiblement. 5 000, dit-il. Sandrine avait fait ses recherches. Même en tant qu'émeraude terrestre ordinaire, elle valait 3 fois ce prix. 15. Ils s'accordèrent sur 11 000 € en espèces. Pas de questions, pas de paperasse au-delà du reçu de base. Sandrine sortit en se sentant à la fois criminelle et super-héroïne. L'argent semblait surréaliste dans ses mains. Plus d'argent liquide qu'elle n'en avait jamais tenu. Assez pour payer 3 mois de loyer en retard de leur ancien appartement. Pas qu'elles en aient besoin maintenant. Assez pour réparer la Clio correctement. Assez pour acheter à Manon de nouveaux vêtements, de nouvelles chaussures, un lit qui ne venait pas d'un vide-grenier. Mais en rentrant en Normandie, Sandrine ne pouvait se défaire du sentiment d'être observée. Chaque voiture qui la suivait de trop près la rendait nerveuse. Chaque regard des autres conducteurs semblait lourd de suspicion. Le poids du secret pesait comme une chose physique. Manon était à l'école quand Sandrine retourna à la demeure troglodyte. Elle descendit immédiatement pour voir Michel, apportant des provisions qu'elle avait achetées, des fruits frais, des piles, des cahiers, des stylos, du vrai café, pas l'instantané dont il s'était contenté. Elle le trouva dans une section de l'archive qu'il n'avait pas encore explorée, entouré de ce qui ressemblait à des cartes stellaires dessinées sur des matériaux impossibles. Il leva les yeux quand elle entra, et pendant un instant, son regard était complètement lucide. « Vous en avez vendu une, dit-il. » Ce n'était pas une question. « Comment ? » L'archive le sait. Elle garde une trace de ses trésors, même les mineurs. Ne vous inquiétez pas, elle n'est pas en colère. Juste consciente. Il accepta le café avec des mains qui tremblaient légèrement. Qu'est-ce que ça fait d'être riche ? Je ne suis pas riche. J'ai vendu une petite pierre. Mais vous pourriez être riche au-delà de toute mesure. La tentation doit être extraordinaire. Sandrine s'assit à côté de lui sur le sol, tous deux éclipsés par l'architecture extraterrestre qui les entourait. Elle l'est. Je n'arrête pas de penser à ce que nous pourrions faire. Pas seulement Manon et moi. Mais des hôpitaux, des écoles. On pourrait changer des vies. Michel hocha lentement la tête. J'ai eu les mêmes pensées. De grands projets. Utiliser la richesse pour financer la recherche, prouver l'existence d'autres civilisations, changer tout le paradigme du monde. Il rit amèrement. Mais j'ai réalisé que le monde ne veut pas que son paradigme change. Les gens tuent pour bien moins que ce qui est caché ici. Alors, qu'est-ce que je fais ? Ce que vous faites. De petits pas. Des changements discrets. Prenez soin de votre fille. Aidez peut-être quelques autres en chemin. Mais prudemment. Toujours prudemment. Cet après-midi-là, en attendant le quart de Manon,
Sandrine explora les archives plus profondément qu'elle ne l'avait jamais fait. Chaque niveau inférieur révélait de nouvelles merveilles et de nouvelles questions. Elle trouva une pièce pleine de ce qu'on ne pouvait appeler que des véhicules, des engins qui défiaient toutes les lois de la physique dont elle se souvenait vaguement du lycée. L'un ressemblait à une larme de métal liquide. Un autre semblait exister dans plus de 3 dimensions, lui faisant mal aux yeux quand elle essayait de se concentrer sur ses bords. Dans une autre chambre, elle découvrit des archives. Pas des livres ou des parchemins, mais des matrices cristallines qui projetaient l'information directement dans son esprit au toucher. L'histoire des gardiens se déroula avec des détails accablants. Ils n'étaient pas une seule espèce, mais un collectif, des êtres de dizaines de mondes qui s'étaient unis dans un but commun, la préservation. Ils avaient vu des civilisations naître et mourir, sauvant toujours ce qu'ils pouvaient. Art, science, culture. Des fragments sauvés de l'extinction. La Terre n'avait été qu'une autre étape de leur circuit sans fin. Ils étaient arrivés pendant ce que les humains appelleraient le Moyen Âge, avaient trouvé une espèce au bord de la percée ou de l'autodestruction, et avaient fait leur choix. Ils avaient caché leur archive et étaient repartis, confiant que l'humanité finirait par mûrir suffisamment pour la trouver et l'utiliser sagement. La date de leur départ choqua Sandrine, 973 de notre ère. L'archive attendait depuis plus de 1000 ans. Elle était si absorbée par les archives qu'elle faillit manquer le quart de Manon. Remontant les escaliers en courant, elle sortit pour trouver sa fille déjà à la porte, son sac à dos traînant par terre. « Maman, devine quoi? On fait un projet sur l'histoire locale, et j'ai dit qu'on vivait dans une demeure troglodyte, et Madame Leroy ne m'a pas cru. Alors, est-ce qu'elle peut venir la voir, s'il te plaît ?» Le sang de Sandrine se glaça. Des visiteurs, des questions, de l'attention. Tout ce qu'elle devait éviter. Peut-être qu'on peut prendre des photos à la place, suggéra-t-elle. Mais la déception de Manon était une chose physique. Et Sandrine se souvint de ce que c'était que d'être l'enfant bizarre, l'enfant pauvre, celle que personne ne croyait. D'accord. Mais juste Madame Leroy. Et juste le rez-de-chaussée. L'institutrice vint ce week-end-là. Elle était plus jeune que ce à quoi Sandrine s'attendait, peut-être 30 ans, avec un enthousiasme que des décennies dans des écoles sous-financées n'avaient pas encore usé. Elle s'émerveilla sincèrement de la demeure troglodyte, prenant des photos, posant des questions sur son histoire. « C'est extraordinaire, dit-elle. Le savoir-faire, la conception. Votre Michel Lépine devait être tout un personnage. » Il l'était, acquiesça Sandrine, pensant au professeur fou, 4 niveaux sous leurs pieds. Madame Leroy, appelez-moi Chloé, resta pour le thé. Elle et Manon discutèrent du projet tandis que Sandrine guettait tout signe de suspicion. Mais Chloé ne semblait s'intéresser qu'à la bizarrerie architecturale. Vous savez, dit-elle en se préparant à partir, la société historique adorerait documenter cet endroit. C'est un véritable morceau d'histoire locale. Nous aimons notre tranquillité, dit Sandrine rapidement. Chloé hocha la tête, compréhensive. Bien sûr. Mais si jamais vous changez d'avis. Elle laissa sa carte. Après son départ, Manon sautillait d'excitation. Elle a dit que je pourrais faire tout mon projet sur notre maison, avec des photos et tout. Sandrine sourit, mais à l'intérieur, l'inquiétude la rongeait. Une institutrice, un projet. Combien de temps avant que d'autres personnes ne deviennent curieuses? Combien de temps avant que quelqu'un ne remarque que la mère célibataire qui avait acheté l'endroit pour 100 € payait soudainement tout en espèces? Elle devait être plus maligne. Cette semaine-là, elle se rendit dans différentes villes pour vendre les 2 gemmes suivantes. Caen, Rouen, même jusqu'au Mans. Différents revendeurs, différentes histoires. Elle ouvrit des comptes dans 3 banques différentes, déposant des montants juste en dessous des seuils de déclaration. L'argent s'accumula plus vite qu'elle n'aurait pu l'imaginer. 50 000, 100 000, $250 000. Des chiffres qui cessaient de paraître réels. Elle remboursa d'abord les anciennes dettes, celles qui l'avaient hantée pendant des années. Des factures médicales de la naissance de Manon, des cartes de crédit au maximum pour des urgences, le prêt usuraire qu'elle avait contracté pour garder leur précédent appartement. Chaque paiement était comme retirer une chaîne. Puis vinrent les améliorations. Des panneaux solaires pour la demeure troglodyte, expliqués comme une indépendance énergétique. Un système de filtration de l'eau. Une nouvelle voiture, rien de tape à accent grave-l'œil, juste une Toyota fiable qui démarrait à chaque fois. Manon eut tout de neuf. Vêtements, chaussures, une tablette pour l'école,
des fournitures d'art pour nourrir son esprit créatif. Mais à chaque achat, les questions se multipliaient. Le caissier de l'épicerie commenta sa nouvelle voiture. L'institutrice de Manon remarqua les nouveaux vêtements. Le facteur plaisanta sur tous les colis livrés. Un héritage devint la réponse standard de Sandrine. Une parente éloignée. C'était même partiellement vrai. Michel l'aida à peaufiner l'histoire. Il avait conservé des archives méticuleuses de son propre arbre généalogique, trouva une grand-tante décédée sans enfant en Provence. Les documents seraient difficiles à retrouver. L'histoire assez plausible. Les gens croient ce qui correspond à leur vision du monde, expliqua-t-il lors d'une de leurs conversations du soir. Un petit héritage est compréhensible. La vérité ne l'est pas. Mais la vérité avait une façon de s'infiltrer. Ça a commencé avec les rêves. Manon commença à faire des cauchemars vifs sur des lumières sous terre et des voix parlant des langues qui n'existaient pas. Elle se réveillait en hurlant à propos des pierres qui chantent et des veilleurs dans les murs. Puis vinrent les phénomènes. Des objets dans la maison bougeaient sans que personne ne les touche. Les lumières clignotaient selon des motifs qui correspondaient aux pulsations d'en bas. La clé de résonance, qu'elles avaient gardée sur une étagère, commença à s'activer toute seule, sa lueur visible même en plein jour. L'archive se réveille, expliqua Michel quand Sandrine amena Manon le voir, espérant que sa présence calmerait ses peurs. Elle la reconnaît comme une héritière. Elle essaie de communiquer. Elle a 7 ans, protesta Sandrine. Les gardiens ne mesuraient pas la maturité en années. Ils la mesuraient en potentiel. Et votre fille a un potentiel énorme. Il s'agenouilla devant Manon, ses cheveux sauvages lui donnant l'air d'un sorcier de ses livres d'histoire. Les rêves ne sont pas des cauchemars, petite. Ce sont des invitations. L'archive veut apprendre. M'apprendre quoi? Tout. Cette nuit-là, les rêves de Manon changèrent. Au lieu de la peur, elle se réveilla avec émerveillement, balbutiant sur des cités faites de chants et des mathématiques qui dansaient. Elle dessina des images de choses qu'elle n'aurait pas pu imaginer, des structures qui défiaient la géométrie, des êtres d'une beauté impossible. Sandrine regarda sa fille se transformer et ressentit un mélange de fierté et de terreur. Quelle sorte de vie donnait-elle à Manon? Quelle sorte d'avenir? La réponse vint d'une source inattendue. Sandrine était dans les archives, étudiant des cartes stellaires dans une vaine tentative de comprendre où les gardiens étaient allés, quand elle entendit des voix. Pas le marmonnement familier de Michel, mais plusieurs voix parlant avec urgence. Elle suivit le son à travers des passages qu'elle n'avait pas explorés, dépassant des pièces remplies de merveilles qu'elle n'avait pas le temps d'examiner. Les voix devinrent plus fortes, plus désespérées. Elle les trouva dans une chambre près de la porte scellée menant au cœur du sanctuaire. 5 silhouettes en robe qui semblaient faites de poussière d'étoiles condensées. Leurs visages cachés, mais leur détresse palpable. Elles ne réagirent pas à sa présence. Elles ne le pouvaient pas. C'étaient des enregistrements, des hologrammes, des fantômes de lumière préservés pendant 1000 ans. Mais leur message était clair, même à travers le gouffre des espèces et des siècles. Le cœur contient notre plus grand trésor et notre plus grande honte. Nous préservons les armes aux côtés des merveilles, les fléaux aux côtés des remèdes. Nous nous disons que c'est de la sagesse, que la connaissance elle-même n'est ni bonne ni mauvaise. Mais nous connaissons la vérité. Nous savons ce que votre espèce fera si elle trouve tout d'un coup. La jeune a du potentiel. Elle sera peut-être prête quand d'autres ne le seront pas. Gardez-la. Guidez-la. L'héritage est vaste, mais la responsabilité est plus grande. Les silhouettes s'estompèrent, mais leur avertissement résonna dans l'esprit de Sandrine alors qu'elle retournait voir Michel. Elle le trouva dans l'archive principale, organisant des gemmes selon un système que lui seul comprenait. « Vous les avez vus » dit-il sans lever les yeux. Le dernier message du conseil. Vous saviez. Je les ai trouvés ma 3e année ici. J'ai passé une décennie à argumenter avec des fantômes, essayant de les convaincre que l'humanité était prête. Nous ne le sommes pas. Il brandit une gemme qui contenait ce qui ressemblait à une galaxie miniature. Nous avons à peine la capacité de gérer la richesse sans nous détruire. Imaginez ce que nous ferions avec le pouvoir de remodeler la réalité. Alors pourquoi le laisser ici? Le sourire de Michel était triste. Parce qu'un jour, nous serons peut-être prêts. Un jour, quelqu'un comme Manon pourrait grandir en comprenant les deux mondes, l'humain et l'impossible. Les gardiens étaient des optimistes.
Il croyait en l'évolution, pas seulement des corps, mais de la sagesse. Sandrine pensa à sa fille, dessinant des cités impossibles, rêvant en mathématiques extraterrestres. Et si je ne veux pas ça pour elle? Si je veux juste qu'elle soit normale? Alors vous auriez dû laisser les pierres enterrées et les portes fermées. Mais vous ne l'avez pas fait, parce qu'une partie de vous sait que normal n'est qu'un autre mot pour limité, et votre fille est tout sauf limitée. Les mois suivants passèrent dans un flou de normalité prudente ponctué d'une profonde étrangeté. Sandrine perfectionna l'art de vivre deux vies. En surface, elle était la mère célibataire qui avait hérité assez d'argent pour être à l'aise. Elle était bénévole à l'école de Manon, rejoignit l'appel, se lia d'amitié avec d'autres parents. Sous terre, elle étudiait avec Michel, apprenant à lire les archives des gardiens, comprenant l'immense portée de ce qu'on leur avait donné. Elle trouva des technologies médicales qui pourraient guérir des maladies dont la Terre n'avait même pas encore le nom. Des techniques agricoles qui pourraient nourrir des milliards. Des sources d'énergie qui faisaient passer le nucléaire pour des feux de bois. Et toujours, elle sentait le poids de la porte scellée. Le cœur du sanctuaire l'appelait, un chant de sirène de connaissance ultime. Mais les avertissements de Michel la tenaient à l'écart. Certaines portes, insistait-il, devaient rester fermées jusqu'à ce que celui qui les ouvre soit vraiment prêt. Manon s'épanouissait dans les deux mondes. À l'école, elle excellait, bien que ses professeurs s'inquiètent parfois de ses dessins étranges et des mots extraterrestres qu'elle marmonnait en réfléchissant. À la maison, elle passait des heures dans les archives, absorbant l'information comme une éponge conçue pour des eaux impossibles. « Maman, dit-elle un soir, levant les yeux d'un texte des gardiens qu'elle lisait d'une manière ou d'une autre, pourquoi devons-nous garder ça secret ?» Sandrine redoutait cette question. « Parce que les gens ne comprendraient pas, ma chérie. Ils auraient peur. » Mais ne pourrions-nous pas les aider à ne pas avoir peur? Ne pourrions-nous pas leur apprendre, comme les archives nous apprennent? L'innocence de la question brisa le cœur de Sandrine. Comment expliquer la cupidité humaine à une enfant de 7 ans? Comment décrire la violence que les gens commettraient pour ne serait-ce qu'une fraction de ce qu'elles avaient trouvé? Un jour, dit-elle. Quand le monde sera prêt. Manon accepta cela avec la foi que les enfants ont dans la sagesse de leurs parents. Mais Sandrine vit le doute commencer, les questions se formaient. Combien de temps avant que Manon ne réalise qu'elles étaient assises sur les solutions aux plus grands problèmes de l'humanité? Combien de temps avant que le poids de garder ces solutions secrètes ne devienne insupportable? La réponse arriva plus tôt que prévu. C'était un jeudi après-midi de novembre. Sandrine se préparait pour l'hiver, installant de l'isolant dans les murs de la demeure troglodyte, quand elle entendit des voitures sur le chemin de terre. Plusieurs voitures, roulant vite. Elle regarda par la fenêtre ronde et vit 3 SUV noirs s'arrêter. Plaque gouvernementale. Son cœur s'arrêta. Manon, appela-t-elle, essayant de garder sa voix calme. Va dans ta chambre et lis. Ne sors pas avant que je te le dise. Des hommes en costume sortirent des véhicules. La DGSI, elle le devina à leur port, à leurs yeux vigilants. L'agente en chef était une femme d'une 40aine d'années, professionnelle et froide. Mademoiselle Monroe, je suis l'agente spéciale Valérie Dupuis. Nous devons parler de vos récentes activités financières. L'esprit de Sandrine s'emballa. Avait-elle été négligente, laissé une trace? Elle se força à rester calme. Bien sûr. Voulez-vous un thé? Ils entrèrent dans la demeure troglodyte avec un étonnement à peine dissimulé. Quoi qu'ils aient attendu, ce n'était pas ça. L'agente Dupuis s'assit à leur petite table, ses partenaires se tenant près de la porte. Vous avez fait d'importants dépôts en espèces récemment, commença Dupuis. Vendu des gemmes de valeur à divers revendeurs. Nous sommes curieux de connaître leur origine. Je les ai hérités, dit Sandrine. D'une grand-tante en Provence. Nous avons vérifié. La succession de votre grand-tante était évaluée à moins de 10 000 €. La bouche de Sandrine devint sèche. Ils avaient enquêté. Bien sûr qu'ils l'avaient fait. Dupuis se pencha en avant. Voici ce que je pense. Je pense que vous avez trouvé quelque chose. Peut-être dans cette maison très inhabituelle. Peut-être quelque chose que l'ancien propriétaire a laissé. Et au lieu de le déclarer, vous avez décidé de le garder. Ce n'est pas illégal, dit Sandrine prudemment. Non, ça ne l'est pas. Mais le blanchiment d'argent l'est. L'évasion fiscale l'est.
Et selon ce que vous avez trouvé exactement. Dupuis laissa la menace en suspens. C'est alors que Manon apparut dans l'embrasure de la porte, la clé de résonance dans les mains. Elle brillait plus fort que Sandrine ne l'avait jamais vue, pulsant d'agitation. « Maman, les pierres chantent très fort. Elles n'aiment pas les étrangers. » Chaque agent dans la pièce se concentra sur l'appareil impossible. Dupuis se leva lentement, sa main se déplaçant vers son arme. « Qu'est-ce que c'est ?» Avant que Sandrine ne puisse répondre, la clé s'activa complètement. La lumière en explosa, pas dure, mais écrasante. Les agents chancelèrent, se tenant la tête. Et dans cette lumière, Sandrine l'entendit. Le chant de l'archive, plus fort que jamais. La maison se mit à trembler, pas violemment, mais avec détermination. La porte ronde claqua. Des lumières électriques qu'elle n'avait jamais eues, s'allumèrent en motif qui faisait mal à regarder. « Maman !» La voix de Manon était effrayée maintenant. La clé tomba de ses mains, mais l'activation continua, se propageant à travers les murs, le sol. Et d'en bas, de très loin, vint une vibration en réponse. Le cœur du sanctuaire avait remarqué l'intrusion. Les agents étaient à genoux maintenant, submergés par des sensations que leurs esprits ne pouvaient pas traiter. Seul Dupuis parvint à parler. « Qu'est-ce que c'est que cet endroit ?» Sandrine prit une décision. Le secret était éventé de toute façon. Mieux valait contrôler le récit que laisser la peur prendre le dessus. « C'est une archive, dit-elle, aidant Dupuis à s'asseoir. Un cadeau d'êtres qui ont visité la Terre il y a 1000 ans. Et en ce moment, elle se protège de ce qu'elle perçoit comme une menace. Si vous vous calmez tous, si vous écoutez, je peux la faire arrêter. » Les yeux de Dupuis étaient grands ouverts, incrédules. « Vous me dites que c'est extraterrestre ? Je vous dis que c'est plus grand que l'évasion fiscale ou le blanchiment d'argent. C'est le genre de découverte qui change tout. Et en ce moment, vous êtes en plein dedans. Alors je vous suggère de me laisser vous expliquer avant que quelque chose de pire n'arrive. » Le tremblement s'intensifia. Des fissures apparurent dans les murs. Pas des dégâts, mais des ouvertures, des passages se révélant. L'archive se préparait à défendre ses héritières. « Ne bougez plus !» cria Dupuis à ses agents. « Tout le monde, ne bougez plus !» Le tremblement ralentit mais ne s'arrêta pas. Manon ramassa de nouveau la clé, la berçant comme un animal effrayé. « C'est bon, » lui murmura-t-elle. « Ils ont juste peur, comme nous au début. » Et miraculeusement, le chaos commença à s'apaiser. Les lumières s'atténuèrent à des niveaux normaux. Les murs se refermèrent. La maison redevint juste une maison, à l'exception du goût d'ozone dans l'air et du regard de stupeur sur les visages des agents. Dupuis retrouva sa voix en premier. « Je pense que vous feriez mieux de tout nous montrer. Et je veux dire tout. » Sandrine regarda Manon, qui hocha solennellement la tête. Le secret était sorti. La seule question maintenant était de savoir si elles avaient trouvé des alliés ou des ennemis en ces agents du gouvernement venus chercher une fraude fiscale et qui avaient trouvé l'impossible à la place. « Suivez-moi, » dit Sandrine, déplaçant le tapis qui couvrait l'entrée. « Mais comprenez bien, une fois que vous aurez vu ça, il n'y aura pas de retour en arrière. Votre vie, votre compréhension du monde, tout changera. » Dupuis se leva, se stabilisant contre la table. « Madame, après ce qui vient de se passer, je crois que ce train est déjà parti. » Ils descendirent en groupe, Sandrine en tête, Manon à ses côtés, les agents suivant comme des enfants entrant dans une maison hantée. Les escaliers semblaient plus longs que d'habitude, l'obscurité plus profonde. Et quand ils atteignirent la première chambre, quand les agents virent les murs lumineux et les symboles impossibles, leurs façades professionnelles s'effondrèrent entièrement. « Mon Dieu !» murmura l'un d'eux. « Pas tout à fait. » La voix de Michel vint de l'ombre. Il entra dans la lumière, ressemblant en tout point au prophète fou avec ses cheveux sauvages et son regard perdu. Bien que, d'un certain point de vue, les gardiens pourraient être qualifiés d'anges. Des messagers des cieux porteurs de cadeaux. La main de Dupuis se dirigea de nouveau vers son arme, mais Sandrine l'arrêta. « C'est Michel Lépine, le propriétaire d'origine. Il étudie ici en bas depuis 45 ans, » ajouta Michel obligeamment. « Vous voulez la visite ? Je dois vous avertir, il faut environ 3 jours pour tout voir. Plus longtemps si vous vous arrêtez pour voir votre vision du monde voler en éclats à chaque révélation. » Les agents restaient figés.
Des professionnels entraînés réduits à des touristes bouche bée. Finalement, Dupuis réussit à affirmer une certaine autorité. Je dois en référer, dit-elle. Non, dirent Sandrine et Michel à l'unisson. Vous ne comprenez pas, continua Sandrine. Au moment où ça sortira, tout changera, et pas pour le mieux. Nous devons réfléchir, planifier. Planifier quoi? Demanda Dupuis. C'est la découverte du millénaire. Que dis-je, de toute l'histoire de l'humanité. Il y a des protocoles. Des protocoles pourquoi? Rit amèrement Michel. Le premier contact? Des découvertes archéologiques qui réécrivent la physique? Il n'y a pas de protocole pour ça, agente Dupuis. Il n'y a que la nature humaine. Et la nature humaine, face à tant de pouvoir et de richesse, tend à la destruction. Comme pour souligner son propos, les lumières vacillèrent et leur montrèrent des aperçus d'autres chambres, la chambre forte des armes, l'archive médicale, les technologies qui pouvaient remodeler la matière au niveau atomique. Un pouvoir au-delà de toute mesure, attendant d'être revendiqué. Dupuis pâlit alors que les implications la frappaient. Les armes pourraient vaporiser la Terre, confirma Michel. Ou pire. La technologie médicale pourrait créer des fléaux aussi facilement qu'elle pourrait les guérir. La physique. Imaginez donner des armes nucléaires à des chevaliers médiévaux. C'est ce que ce serait pour notre civilisation actuelle. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Demanda Dupuis. Et Sandrine entendit une peur réelle dans sa voix. Bien. La peur était appropriée. On commence petit, dit Sandrine, reprenant le contrôle. On planifie soigneusement. On trouve des gens de confiance, des scientifiques, des philosophes, des gens qui peuvent nous aider à comprendre à quoi nous avons affaire. On diffuse les choses lentement, des choses qui peuvent aider sans détruire. Et on garde les choses dangereuses sous clé jusqu'à ce que l'humanité soit prête. Dupuis les regarda. La mère célibataire, l'ermite fou, la petite fille tenant toujours un artefact extraterrestre. Vous voulez que je vous aide à garder le plus grand secret de l'histoire de l'humanité? Oui, dit simplement Sandrine. Et si je refuse? Si je suis le protocole et que j'en réfère? Manon s'avança, la clé brillant doucement dans ses mains. Quand elle parla, sa voix portait une autorité qu'aucun enfant de 7 ans ne devrait posséder. Alors l'archive se cachera. Elle s'enfoncera plus profondément dans la terre où personne ne pourra la trouver. Et l'humanité devra attendre encore 1000 ans pour une chance comme celle-ci. C'est ce que vous voulez? La vérité de ces paroles flottait dans l'air. L'archive s'était révélée à cause de Manon, à cause du besoin désespéré de Sandrine. Elle les avait jugés dignes. Mais ce jugement pouvait être révoqué. Dupuis ferma les yeux, luttant entre le devoir et la possibilité. Quand elle les rouvrit, quelque chose avait changé. Montrez-moi plus, dit-elle. Montrez-moi tout. Ensuite, nous déciderons quoi faire. Ils passèrent des heures dans l'archive, Dupuis et son équipe passant progressivement du choc à l'émerveillement, puis à l'espoir désespéré qui vient quand on voit des solutions à des problèmes impossibles. Ils virent des technologies qui pourraient inverser le changement climatique, guérir le cancer, mettre fin à la pénurie. Ils virent aussi des armes qui pourraient fissurer les continents et des maladies qui pourraient réécrire l'ADN au contact. C'est la boîte de Pandore, murmura un agent. Tout le bien et tout le mal en un seul endroit. Non, corrigea Michel. La boîte de Pandore a libéré les maux dans le monde. C'est l'inverse. Ceux-ci les gardent contenus jusqu'à ce que nous soyons assez sages pour les gérer. La question est, le sommes-nous? La visite se termina dans la chambre forte au trésor. Les agents contemplèrent une richesse au-delà de toute compréhension, et Sandrine vit le moment exact où chacun d'eux réalisa à quel point leurs préoccupations précédentes étaient dérisoires. Évasion fiscale, blanchiment d'argent. C'étaient des moucherons à côté du dragon de la responsabilité auquel ils faisaient maintenant face. Dupuis se tourna vers Sandrine. Vous avez vendu ça, vous en avez vécu. Nous devions survivre. Et nous sommes les gardiennes maintenant. L'archive nous a choisis. Cela vient avec certains droits et responsabilités, ajouta Michel. De terribles responsabilités. Dupuis hocha lentement la tête. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Nous en avons tous besoin. C'est. Elle fit un geste impuissant. Au-delà des mots, termina Sandrine. Je sais.
prenez votre temps. Mais comprenez que chaque personne qui sait cela augmente le risque. Nous devons être prudents avec qui nous faisons confiance. Ils retournèrent à la surface alors que le soleil se couchait. Les agents se déplaçaient comme des somnambules, leur vision du monde entier réorganisée en quelques heures. Dupuis s'arrêta à la porte. « Je devrais faire un rapport, dit-elle. Mon équipe, le bureau. Ils attendront des réponses. » Sandrine hocha la tête. « Dites-leur que vous n'avez rien trouvé. » Impasse. L'histoire de l'héritage a été vérifiée. Perte de ressources. Et mon équipe fait maintenant partie du plus grand secret de l'histoire de l'humanité, dit Michel. Bienvenue dans le très petit, très terrifié club des gens qui connaissent la vérité. Après le départ des agents, Sandrine s'assit avec Manon dans leur salon rond. La journée avait été épuisante, terrifiante, transformatrice. Leur secret n'était plus seulement le leur. « On va avoir des ennuis ?» demanda Manon. « Je ne sais pas, ma chérie. Peut-être. Ou peut-être qu'on vient juste de trouver l'aide dont nous avions besoin. » Manon réfléchit à cela. Les pierres pensent que la jante Dupuis est bonne. Elles ont chanté différemment quand elle a compris. Plus effrayée. Juste prudente. La prudence, c'est bien, dit Sandrine, serrant sa fille contre elle. La prudence garde les secrets en sécurité. Mais même en le disant, Sandrine savait que leur vie avait fondamentalement changé. Elle ne se cachait plus du monde. Elle se préparait à le changer. Lentement, prudemment, avec le poids de la survie de l'humanité sur leurs épaules. L'archive bourdonnait sous elle, patiente comme toujours, attendant de voir ce que ces nouvelles gardiennes décideraient. Et quelque part dans les profondeurs, derrière des sceaux que Michel avait mis en place, le cœur du sanctuaire pulsait de possibilités trop dangereuses pour être contemplées. Pas encore, pensa Sandrine. Mais un jour. Quand Manon serait plus grande. Quand l'humanité aurait prouvé qu'elle pouvait gérer les plus petits cadeaux sans s'autodétruire. La demeure troglodyte qui avait coûté 100 € était devenue l'endroit le plus précieux et le plus dangereux de la Terre. Et Sandrine, la mère célibataire désespérée qui voulait juste un toit sur leur tête, était devenue soit le plus grand espoir de l'humanité, soit sa potentielle destructrice. Le temps le dirait. 6 mois après la visite de la DGSI, Sandrine se tenait dans ce qui avait été un entrepôt abandonné à Caen, regardant les ouvriers installer le dernier équipement médical. La transformation du bâtiment reflétait la sienne, de désespérée et vide à déterminée et pleine de possibilités. Le centre médical, la maison d'Émilie, du nom de la grand-tante fictive dont l'héritage l'avait soi-disant financé, ouvrirait dans 2 semaines. Des soins de santé gratuits pour ceux qui ne pouvaient pas se les permettre. Un équipement de pointe payé avec des gemmes d'un autre monde. Et caché au sous-sol, derrière des serrures qui feraient pâlir la Banque de France, 3 pièces de technologie médicale des gardiens qui pouvaient diagnostiquer des conditions que la médecine terrestre ne pouvait même pas encore détecter. Les scanners sont calibrés, annonça le docteur Stéphane Dubois. Il était l'un des 5 médecins que l'agent Dupuis l'avait aidé à recruter. Brillant, discret et capable d'accepter que certains de leurs équipements ne venaient pas exactement de fournisseurs médicaux. Sandrine hocha la tête, mais son attention était sur Manon, assise dans un coin, dessinant dans un de ses cahiers. Les dessins étaient devenus plus complexes dernièrement. Plus seulement des cités impossibles, mais des plans, des schémas. Des mains de 7 ans créant des conceptions que des diplômés de l'école polytechnique ne pourraient pas comprendre. « Maman, regarde, dit Manon, brandissant sa dernière création. Les pierres m'ont appris ça. C'est un purificateur d'eau, mais pas comme les normaux. Celui-ci peut rendre l'eau de mer potable et extraire l'humidité de l'air en même temps. » Sandrine étudia le design. Il y a 6 mois, elle n'aurait rien compris. Maintenant, après d'innombrables heures dans les archives avec Michel, elle pouvait suivre les principes de base. Manipulation moléculaire, extraction atmosphérique. Des technologies que la Terre pourrait développer dans 100 ans, esquissées par sa fille comme des gribouillages de devoirs. « C'est magnifique, ma chérie, dit-elle. Peut-être qu'un jour on pourra le construire. Pourquoi pas maintenant ? » La question de Manon avait un poids qui dépassait son âge. Les gens ont besoin d'eau propre maintenant. C'était la lutte constante. Elles étaient assises sur les solutions aux plus grands problèmes de l'humanité. Mais chaque révélation risquait l'exposition. Chaque vie sauvée était mise en balance avec le chaos potentiel du monde découvrant la vérité.
Le téléphone de Sandrine vibra. Depuis, maintenant leur liaison officieuse avec les partis du gouvernement capables de gérer des vérités impossibles. Réunion publique à la mairie ce soir, lisez le texto. Inquiétude concernant votre héritage. Soyez prête. La réunion était un autre rappel que des secrets aussi grands créaient des vagues. Sandrine avait été prudente, mais pas invisible. Le centre médical, les dons anonymes aux écoles, la prospérité soudaine d'une femme qui comptait ses centimes un an auparavant. Les gens remarquaient. Les gens parlaient. Michel sortit du sous-sol où il avait installé la technologie des gardiens. Il avait meilleure mine ces jours-ci. Toujours les cheveux en bataille et étranges, mais plus perdu dans la folie. Avoir d'autres personnes pour partager son secret l'avait ancré de nouveau à l'humanité. La chambre de guérison est opérationnelle, rapporta Théil. Bien que je recommande toujours une extrême prudence. La technologie ne fait pas la distinction entre la guérison et l'amélioration. On pourrait accidentellement créer des surhommes. Une crise à la fois, marmonna Sandrine. Ce soir-là, le centre communal de Caen était bondé. Sandrine reconnaissait la plupart des visages, voisins, parents de l'école de Manon, commerçants locaux. Mais il y avait aussi des étrangers, y compris une femme aux yeux vifs et un badge de presse qui criait « Journaliste d'investigation ». Le maire Philippe Leclerc commença par des amabilités avant d'en venir au fait. Nous sommes ici pour discuter des récents changements dans notre communauté, en particulier des dons généreux de Mademoiselle Monroe et des questions entourant leur origine. Nous sommes tous reconnaissants pour les dons, mais les gens se posent des questions. D'où une mère célibataire qui a acheté une maison pour 100 € tire-t-elle l'argent pour des centres médicaux? Sandrine avait répété sa réponse. Elle se leva, projetant un calme confiant. Comme je l'ai expliqué, j'ai hérité de l'argent d'une grand-tante en Provence. J'ai fourni des documents à tous ceux qui l'ont demandé. Pratique qu'elle soit morte, lança quelqu'un. La mort est généralement une condition préalable à l'héritage, répondit Sandrine, provoquant quelques rires. Mais la journaliste se leva ensuite. Mademoiselle Monroe, j'ai enquêté sur la succession de votre grand-tante. Les archives publiques montrent qu'elle était évaluée à moins de 10 000 €. Pourtant, vous avez donné plus de 2 millions à diverses causes. Pouvez-vous expliquer cette divergence? La salle devint silencieuse. C'était le moment que Sandrine redoutait. Avant qu'elle ne puisse répondre, Manon se leva. Ses 7 ans et son maître de haut rayonnant d'une dignité qui faisait reculer des adultes 2 fois sa taille. Ma maman a trouvé un trésor, dit-elle simplement. Pas le genre des histoires. Le genre qui peut aider les gens. Et au lieu de tout garder, elle partage. N'est-ce pas ce que nous sommes censés faire? L'innocence de la déclaration, sa vérité pure, changea l'énergie de la pièce. Mais la journaliste insista. Quel genre de trésor? Où? C'est alors que Michel prit la parole depuis le fond de la salle. La plupart des gens ne l'avaient pas remarqué entrer. Le genre qui attend depuis très longtemps que quelqu'un de digne le trouve, dit-il en s'avançant. Je devrais le savoir. J'ai passé 45 ans à le chercher. Des halètements résonnèrent dans l'espace. Michel Lépine, l'ermite disparu, la légende locale, debout devant eux comme Lazare ressuscité. J'ai caché une fortune sur ma propriété avant de partir, continua-t-il, le mensonge coulant de source. Appelez ça l'excentricité d'un professeur fou. Mademoiselle Monroe l'a trouvé en achetant ma maison. Légalement, éthiquement, c'est à elle. Et elle l'utilise pour aider notre communauté. Qu'avez-vous besoin de savoir de plus? L'explication était juste assez plausible. Un ermite excentrique cache de l'or. La nouvelle propriétaire le trouve. Cela correspondait à la compréhension du monde des gens, même si l'échelle était inhabituelle. Mais Sandrine vit l'expression de la journaliste. Elle n'y croyait pas. Ni quelques autres, y compris Patrick Bernard, dont la ferme jouxtait la propriété de la demeure troglodyte. J'ai vu des lumières la nuit, dit Patrick. Des bruits étranges. Des voitures qui vont et viennent à des heures indues. Il se passe quelque chose là-bas. Nous rénovons, dit Sandrine. Pour rendre l'endroit habitable. Les entrepreneurs travaillent quand ils le peuvent. À 3 heures du matin. La réunion sombra dans les accusations et les défenses. Sandrine surmonta l'épreuve avec la patience qu'elle avait apprise en gardant des secrets impossibles pendant des mois. Mais elle sentait les murs se refermer.
Trop de questions, trop d'attention. Finalement, le maire Leclerc appela à l'ordre. Mademoiselle Monroe n'a enfreint aucune loi. Elle a été généreuse avec notre communauté. À moins que quelqu'un n'ait des preuves de méfaits réels, je suggère que nous montrions un peu de gratitude au lieu de suspicion. La réunion se termina, mais le mal était fait. La journaliste accosta Sandrine à l'extérieur. Léa Morin, journaliste d'investigation, dit-elle. Je sais qu'il y a plus dans cette histoire. Mes lecteurs méritent la vérité. Sandrine soutint son regard. La vérité est que je suis une mère célibataire qui essaie de construire une vie meilleure pour ma fille et d'aider ma communauté en chemin. Pourquoi est-ce si difficile à croire? Parce que, d'après mon expérience, personne n'a autant de chance sans contrepartie. Alors peut-être que votre expérience est limitée, dit Sandrine, guidant Manon vers leur voiture. Mais en rentrant, elle savait qu'elles avaient un problème. Morin allait creuser. D'autres la rejoindraient. Le secret se tendait contre ses limites, comme l'eau contre un barrage. On va devoir déménager? Demanda doucement Manon. J'espère que non, ma chérie. Les pierres disent qu'un changement arrive. Un grand changement. Elles sont excitées, mais aussi effrayées. Sandrine regarda sa fille dans le rétroviseur. La connexion de Manon à l'archive s'était renforcée de jour en jour. Parfois, Sandrine se demandait qui élevait qui. Elles trouvèrent Dupuis les attendant à la demeure troglodyte, sa voiture officielle cachée parmi les arbres. Nous devons parler, dit-elle. À l'intérieur. Le vrai intérieur. Elles descendirent dans l'archive, où Dupuis avait rassemblé ce qu'elle appelait, le conseil, la poignée de personnes qui connaissaient la vérité et aidaient à la gérer. Le docteur Dubois, 2 physiciens de l'école polytechnique, un philosophe de la Sorbonne, un stratège militaire qui était devenu pâle et silencieux après avoir vu la chambre forte des armes. La journaliste est un problème, commença Dupuis. Mais elle n'est pas le vrai problème. Le ministère des Armées sait que quelque chose se passe. Mes supérieurs posent des questions pour lesquelles je n'ai plus de mensonges. Et il y a des anomalies satellitaires au-dessus de cette zone que notre technologie ne peut pas expliquer. Quel genre d'anomalie? Demanda Michel. Dupuis montra des images sur une tablette qui n'était certainement pas un équipement standard de la DGSI. Il l'avait modifié avec la technologie des gardiens. Des lectures d'énergie qui culminent chaque fois que quelqu'un accède aux niveaux inférieurs. Des fluctuations gravitationnelles qui ne devraient pas être possibles. L'archive n'est pas aussi cachée que nous le pensions. Le docteur Dubois prit la parole. Nous devons rendre cela public. Une divulgation contrôlée. Mieux vaut ça que de voir l'histoire éclater sans notre contrôle. Public avec quoi? Demanda le stratège, le colonel Nicolas Fournier. Des extraterrestres? Une technologie ancienne? Voulez-vous provoquer une panique mondiale? Par opposition à la souffrance mondiale que nous pourrions prévenir? Rétorqua Dubois. J'ai utilisé la chambre de diagnostic. Elle peut détecter des cancers des décennies avant qu'ils ne se manifestent normalement. Des problèmes cardiaques qui tueraient sans avertissement. Nous sommes assis sur des remèdes pendant que les gens meurent. C'était l'éternel débat. Combien révéler? À quelle vitesse? Chaque réunion se terminait par la même conclusion, pas encore. Trop dangereux. Trop déstabilisant. Mais Manon marcha jusqu'au centre de leur cercle, la clé de résonance se matérialisant dans ses mains. Elle avait appris à l'invoquer de n'importe où dans l'archive. Vous avez tous peur de la mauvaise chose, dit-elle. Vous avez peur de ce que les gens pourraient faire s'ils connaissaient la vérité. Mais qu'en est-il de ce qui se passera s'ils ne la connaissent pas? Les pierres disent que le temps presse. Presse pourquoi? Demanda Dupuis. Les yeux de Manon devinrent lointains, accédant à un savoir qu'aucun enfant ne devrait avoir. Les gardiens ne sont pas partis seulement parce qu'ils avaient fini d'archiver. Ils sont partis parce que quelque chose arrivait. Quelque chose qui testerait si la Terre était prête à rejoindre la plus grande communauté. Elle fit une pause, luttant avec des concepts que son vocabulaire ne pouvait pas exprimer. Ou être laissé pour compte. Pour toujours. Le silence tomba comme un marteau. Michel fut le premier à parler. Le dernier message du conseil. Je pensais que c'était métaphorique. L'obscurité à venir qu'ils ont mentionnée. Ce n'est pas de l'obscurité, corrigea Manon.
C'est un jugement. D'autres comme les gardiens, mais moins gentils. Ils viendront voir ce que nous avons fait des cadeaux. Et si nous nous cachons encore, si nous avons encore peur? Elle haussa les épaules avec une terrible finalité. Combien de temps? Demanda Dupuis. Les pierres ne sont pas sûres. Le temps s'écoule différemment pour elle. Mais bientôt. Peut-être des années. Peut-être moins. Sandrine sentit le sol bouger sous ses pieds. Métaphoriquement, cette fois. Ils avaient pensé trop petit, protégeant le secret, gérant les révélations. Mais si Manon avait raison, si le savoir des archives était exact, alors se cacher n'était pas seulement prudent, c'était potentiellement catastrophique. Nous devons accélérer, dit-elle. Pas une divulgation complète, mais une intégration plus rapide. Plus de centres médicaux, des programmes éducatifs. Commencer à préparer les gens à de plus grandes vérités. Fournier secoua la tête. L'infrastructure n'est pas là. Les gouvernements. Alors nous contournons les gouvernements, interrompit Sandrine. Nous avons des ressources qu'ils ne peuvent pas imaginer. Nous avons un savoir dont ils ont désespérément besoin. Nous arrêtons de demander la permission et commençons à créer des faits sur le terrain. Au cours des 3 années suivantes, la transformation de Sandrine, de mère célibataire désespérée à architecte secrète du progrès humain, s'accéléra. Le modèle de « la maison d'Émilie » se répandit, des centres médicaux apparurent dans les communautés pauvres du monde entier, financés par des donateurs anonymes et dirigés par des médecins soigneusement initiés à des bribes de la connaissance médicale des gardiens. Manon grandit aussi. Bien que « grandir » soit un mot inadéquat. Elle absorba les enseignements des archives comme une éponge conçue pour la sagesse cosmique. À 10 ans, elle concevait des technologies que Sandrine avait besoin de l'aide de Michel pour comprendre. Ses professeurs de l'école publique la pensaient surdouée. Ils n'avaient aucune idée à quel point c'était un euphémisme. La journaliste, Morin, n'abandonna jamais. Elle publia article sur le « mystère normand », gagnant des adeptes parmi les théoriciens du complot et les chercheurs de vérité. Mais sans preuve tangible, elle resta en marge. L'équipe de Dupuis s'en assura, discréditant ce qui devait l'être, détournant l'attention lorsque c'était nécessaire. Mais le plus grand changement se produisit dans l'archive elle-même. Ce qui avait été un dépôt statique commença à se transformer, répondant à son utilisation active. De nouvelles salles s'ouvrirent, des systèmes dormants s'activèrent. Le bâtiment, si on pouvait l'appeler ainsi, se réveillait après un sommeil de 1000 ans. Il se prépare, expliqua Michel un soir alors qu'il regardait les symboles couler sur les murs comme un texte vivant. Les gardiens l'ont construit pour être plus qu'un entrepôt. C'est une école, un test, une passerelle. Une passerelle vers quoi? Demanda Sandrine, bien qu'elle se doutât de la réponse. Vers ce qui vient après. L'archive n'a jamais été conçue pour être permanente. Elle était destinée à nous préparer au contact. Au vrai contact. Cette nuit-là, Sandrine trouva Manon dans les archives profondes, dans une salle qu'il n'avait découverte que récemment. L'enfant était assise au centre d'une sphère de lumière flottante, chacune contenant des informations qui affluaient directement dans son esprit. Elle apprenait plus vite qu'aucun humain ne devrait pouvoir le faire. Manon, ma chérie, c'est l'heure d'aller au lit. 5 minutes de plus, maman. J'apprends la cartographie stellaire. Savais-tu qu'il y a 17 systèmes habités à moins de 50 années-lumière? Les gardiens les ont tous visités. Sandrine regarda sa fille, sa brillante, son impossible fille, et se demanda ce qu'elle devenait. Toujours humaine, mais plus. La véritable héritière des archives. Les pierres disent que tu t'inquiètes, dit Manon sans se retourner. Pour moi. Pour ce que je deviens. Ont-elles tort? Manon lui fit enfin face. Et Sandrine vit des siècles de sagesse dans des yeux de 10 ans. Je suis toujours moi, maman. Toujours ta petite fille qui aime les croque-monsieur et lire des histoires. Mais j'apprends aussi à être plus. Parce que quelqu'un doit le faire. Quelqu'un doit combler le fossé entre ce que nous sommes et ce que nous devons devenir. Elle avait raison, bien sûr. L'archive ne les avait pas choisis au hasard. Elle avait senti un potentiel, non seulement chez Manon, mais dans la détermination désespérée de Sandrine à créer une vie meilleure. Cette détermination avait évolué en quelque chose de plus grand. La volonté d'élever l'humanité elle-même. La transformation devint plus publique au cours des 2 années suivantes.
Les centres médicaux évoluèrent en installations de recherche. Des programmes éducatifs enseignant des concepts avancés apparurent dans les universités. Des technologies qui semblaient de pointe mais possibles émergèrent d'inventeurs indépendants qui avaient été coachés par l'équipe de l'archive. Sandrine elle-même passa de coordinatrice à visionnaire. Elle prit la parole lors de conférences sur le développement durable, veillant à ce que ses propositions restent juste dans le domaine des possibilités actuelles. Elle finança des bourses, des subventions de recherche, des programmes communautaires, tous conçus pour préparer l'humanité à de plus grandes révélations. Mais c'est Manon qui devint le véritable pont. À 12 ans, elle publia son premier article sur des techniques de purification de l'eau qui semblaient brillamment innovantes plutôt qu'impossibles. À 13 ans, elle prit la parole au sommet de la jeunesse pour le climat aux Nations Unies, proposant des solutions qui firent se démener les diplomates pour prendre des notes. Comment le pourrait-il ? L'idée qu'une adolescente canalisait une sagesse extraterrestre millénaire était trop absurde pour être considérée sérieusement. La nuit où tout changea arriva exactement 3 ans après la première visite de la DGSI. Sandrine se réveilla pour trouver la demeure troglodyte brillante, chaque surface émanant de cette familière lumière organique. Manon se tenait dans la pièce principale, la clé de résonance flottant devant elle, sa lueur douloureuse à regarder. « Ils sont là », dit-elle simplement. Le sol trembla, pas violemment, mais au rythme de quelque chose de vaste qui approchait. Dehors, le ciel nocturne ondula comme de l'eau, les étoiles se courbant en motifs qui faisaient mal à percevoir. Michel sortit d'en bas. L'équipe de Dupuis juste derrière lui. Ils avaient surveillé des pics d'énergie inhabituels toute la soirée. Le cœur du sanctuaire, souffla Michel, il s'ouvre tout seul. Ils descendirent en groupe, les passages de l'archive plus larges et plus lumineux que jamais. La porte scellée que Michel avait verrouillée des décennies auparavant était ouverte, révélant une chambre qui défiait toutes les lois de la physique que Sandrine avait apprises. L'espace était à la fois vaste et intime, contenant des distances qui ne pouvaient pas exister à l'intérieur de la colline. En son centre se trouvait une structure qui aurait pu être un trône, un autel ou une interface, peut-être les trois. Et debout à côté, patients comme la pierre, se trouvaient 3 silhouettes qui n'étaient définitivement pas humaines. Elles étaient grandes, au moins 2,50 m, avec des corps qui semblaient osciller entre solides et éthérés. Leur visage était presque humain, mais étiré, comme si quelqu'un avait essayé de sculpter l'humanité de mémoire et s'était légèrement trompé dans les proportions. Quand ils parlèrent, leurs voix s'harmonisèrent avec le bourdonnement éternel de l'archive. « Les héritiers », dit la figure centrale. « Nous sommes satisfaits. Vous avez grandi plus vite que prévu. » Manon s'avança, ne montrant aucune peur. « Vous n'êtes pas les gardiens. » « Non. Nous sommes les évaluateurs. » « Les gardiens préservent. » « Nous évaluons. » Le temps de la préparation est terminé. Le temps du choix commence. Sandrine retrouva sa voix. Choisir quoi? Si la Terre rejoint la communion des mondes ou reste isolée. Si l'humanité se montre prête pour la plus grande communauté ou doit attendre un autre cycle. Et si nous ne sommes pas prêts? Demanda Dupuis. L'expression des évaluateurs aurait pu être de la tristesse. Alors l'archive se scelle, les dons disparaissent, et l'humanité continue seule jusqu'à ce qu'elle atteigne la maturité de manière indépendante ou. Une pause lourde de sens. Combien de temps avons-nous? Demanda Sandrine. L'évaluation a déjà commencé. Vous tous, vous êtes le premier test. Ce que vous avez fait des dons des archives, comment vous les avez partagés, comment vous avez préparé votre espèce. Cela pèsera lourdement dans notre évaluation. Manon brandit la clé de résonance. Alors évaluez ceci. Nous avons trouvé l'archive quand nous étions désespérés, quand ma mère et moi étions sur le point d'être sans abri. Et au lieu d'amasser ces trésors, nous les avons utilisés pour aider les autres. Prudemment, oui. Lentement, oui. Mais toujours dans le but d'élever tout le monde, pas seulement nous-mêmes. Les évaluateurs échangèrent des regards qui auraient pu être de l'approbation. Montrez-nous, dit celui du centre. Montrez-nous ce que l'humanité est devenue sous votre direction. Ce qui suivit fut une visite qui inversa la dynamique habituelle. Au lieu d'humains s'émerveillant de merveilles extraterrestres, les évaluateurs observèrent le progrès humain. Ils visitèrent les centres médicaux où la technologie des gardiens avait sauvé des milliers de vies. Ils observèrent des écoles où les enfants apprenaient des concepts qui auraient été impossibles des années auparavant. Ils regardèrent le réseau de Sandrine en action, médecins, scientifiques, enseignants,
tous travaillant à intégrer soigneusement un savoir impossible dans des applications possibles. Mais ce qui sembla les toucher le plus fut quelque chose de plus simple. Manon les emmena dans une soupe populaire à Caen, une que Sandrine finançait mais visitait rarement. Les gens là-bas ne connaissaient ni les extraterrestres ni les archives. Ils savaient juste que quand ils avaient faim, on les nourrissait. Quand ils avaient froid, on leur donnait de la chaleur. Ceci, dit Manon en servant de la soupe à un vieil homme reconnaissant, c'est ce que l'archive nous a vraiment donné. Pas seulement la technologie ou la richesse, mais la capacité de prendre soin plus efficacement. De transformer la compassion en action. Les évaluateurs observèrent en silence. Leurs expressions, si on pouvait les appeler ainsi, restaient illisibles. L'évaluation continua pendant des jours. Les évaluateurs parlèrent avec Michel de ses décennies d'isolement, avec Dupuis des défis de garder le secret, avec les médecins et les scientifiques de leur travail. Ils examinèrent tout, des applications les plus grossières aux influences les plus subtiles. Lors d'une session, un évaluateur demanda directement à Sandrine, « Vous auriez pu tout garder, vous rendre puissante au-delà de toute mesure. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ?» Sandrine pensa à ses jours désespérés avant de trouver la demeure troglodyte, au sac à dos rapiécé de Manon et à son propre réfrigérateur vide. Parce que je sais ce que c'est que de n'avoir rien, d'être invisible, que le monde vous dise que vous ne comptez pas. L'archive m'a donné le pouvoir de m'assurer que d'autres ne ressentent jamais ça. Comment aurais-je pu garder ça pour moi? La forme de l'évaluateur scintilla, peut-être d'émotion. Beaucoup de ceux qui trouvent un tel pouvoir se convainquent qu'ils partagent en gouvernant. Vous avez choisi le service à la place. Ma fille me l'a appris, admit Sandrine, jetant un regard à Manon. Elle a vu l'émerveillement là où je voyais la survie. Elle a vu la possibilité là où je voyais des problèmes. Les enfants ont une façon de nous montrer ce qui compte vraiment. Le 5e jour de l'évaluation, quelque chose d'inattendu se produisit. La journaliste, Léa Morin, arriva à la demeure troglodyte. Elle avait finalement rassemblé assez de fragments, suivi assez de pistes. Elle se tenait devant la porte ronde, appareil photo à la main, prête à tout exposer. Sandrine la rejoignit à l'extérieur. Vous êtes persévérante. Le public mérite la vérité, insista Morin. Quelle vérité? Demanda Sandrine. Celle qui vend des journaux ou celle qui change tout? Avant que Morin ne puisse répondre, Manon apparut. Montre-lui, maman. Elle est prête. Sandrine vit quelque chose dans les yeux de la journaliste. Pas seulement de l'ambition, mais une curiosité sincère, le besoin de comprendre. Contre tout instinct, elle fit un choix. Rangez votre appareil photo et entrez. Mais comprenez bien, une fois que vous saurez ça, vous en deviendrez responsable aussi. Morin hésita, puis baissa son appareil. J'accepte. Elles lui montrèrent tout. L'archive. Michel. Les évaluateurs, qui observèrent ce test spontané avec intérêt. La vision du monde de Morin vola en éclats et se reforma une douzaine de fois en l'espace d'une heure. Quand elles sortirent, elle pleurait. Comment vivez-vous avec ça? En sachant que tout ça existe? En le partageant, dit Sandrine. Prudemment, sagement, mais en le partageant quand même. La question est, le pouvez-vous? Morin prouva qu'elle le pouvait. Son article suivant parlait de mystérieux bienfaiteurs et de technologies révolutionnaires, d'une nouvelle ère de progrès humain. Elle dit la vérité, enveloppée dans assez de flou pour être rejetée par les sceptiques, mais reconnue par ceux qui étaient prêts à voir. Finalement, les évaluateurs retournèrent au cœur du sanctuaire. Les 3 silhouettes se tenaient devant leur étrange trône autel interface, leur forme plus solide maintenant, comme si l'existence dans la réalité de la Terre était devenue plus facile. Vous avez bien fait, dit l'évaluateur central. Mieux que la plupart de ceux qui trouvent les archives. Souvent, de telles découvertes mènent à la guerre, à l'accaparement, à l'amplification des divisions existantes. Vous avez choisi différemment. Alors, on a réussi? Demanda Sandrine, se sentant comme une étudiante attendant ses notes. L'évaluation continue. Nous observerons. Nous testerons. Mais vous avez gagné le prochain cadeau. L'évaluateur toucha la structure centrale et elle se transforma. Là où elle était auparavant extraterrestre et incompréhensible, elle ressemblait maintenant à quelque chose de presque familier, un réseau de communication, mais qui fonctionnait sur des principes au-delà de l'électromagnétisme. Le réseau, expliqua l'évaluateur.
connexion aux archives d'autres mondes. Communication avec des espèces qui ont passé leurs propres évaluations. Le début d'une véritable appartenance à la communauté galactique. Manon s'approcha du réseau avec l'assurance de quelqu'un né pour ce moment. Quand elle le toucha, son esprit explosa de connexion, non seulement avec l'archive de la Terre, mais avec des dizaines d'autres. Des mondes de savoir, des civilisations de sagesse. L'héritage collectif d'espèces qui avaient survécu à leur propre adolescence dangereuse. « Je peux les voir », murmura-t-elle. Tant de mondes, tant d'histoires. Ils nous attendent, espérant que nous les rejoindrons. Les évaluateurs commencèrent à s'estomper, non pas en partant, mais en passant à un état d'observation moins intrusive. Continuez comme vous l'avez fait, dit celui du centre. Partagez prudemment mais courageusement. Préparez votre peuple à de plus grandes vérités. Nous reviendrons quand le temps du choix final arrivera. Et puis ils disparurent, laissant les humains seuls avec une responsabilité encore plus grande. Sandrine regarda sa fille, Michel, l'équipe qui était devenue une famille. Ils avaient commencé avec une maison à 100 € et le désespoir. Ils avaient trouvé une richesse au-delà de toute mesure et un savoir au-delà de toute compréhension. Mais plus important encore, ils avaient trouvé un but. Et maintenant ? Demanda Dupuis. Maintenant, on travaille plus dur, dit Sandrine. On nous a donné accès aux expériences de mondes qui ont survécu à des défis comme les nôtres. Le changement climatique, l'épuisement des ressources, la menace d'autodestruction. Ils s'en sont sortis. Ils ont trouvé des solutions. Et maintenant, nous pouvons apprendre d'eux. Manon hocha la tête, son jeune visage portant le poids d'une responsabilité cosmique. Mais prudemment. Toujours prudemment. Nous ne révélons plus seulement de la technologie maintenant. Nous préparons l'humanité à rencontrer ses voisins. Cela va demander plus que des centres médicaux et des purificateurs d'eau. La transformation qui suivit fut subtile mais profonde. Le réseau ne fournissait pas seulement de l'information. Il fournissait une perspective. À travers lui, il pouvait voir comment d'autres civilisations avaient navigué leur période dangereuse, comment elles avaient surmonté le tribalisme et la myopie qui affligent les espèces en développement. Sandrine créa la fondation Lépine, soi-disant financée par la fortune cachée du reclus Michel. Elle devint une force de révolution tranquille, finançant des projets qui semblaient indépendamment innovants, mais qui étaient en fait soigneusement adaptés du savoir des archives. Des systèmes de purification de l'eau apparurent dans les régions frappées par la sécheresse. Des techniques agricoles qui ressemblaient à une évolution naturelle des méthodes existantes doublèrent les rendements des cultures. Des percées médicales émergèrent de plusieurs laboratoires simultanément, comme si l'humanité avait simplement atteint un point de basculement de la découverte. Manon, maintenant âgée de 15 ans, était devenue quelque chose de sans précédent, une traductrice humaine du savoir cosmique, rendant l'impossible accessible aux esprits pas encore prêts pour la vérité complète. Elle prit la parole lors de conférences, publia des articles et consulta des dirigeants mondiaux, tout en maintenant la fiction qu'elle était simplement une adolescente surdouée plutôt que l'interprète choisi des archives. Mais le changement le plus profond était invisible pour la plupart. À travers le monde, de petites manières, l'humanité commençait à penser au-delà d'elle-même. Les technologies et les solutions émergeant de l'influence des archives avaient toutes quelque chose en commun, elles encourageaient la coopération plutôt que la compétition, la durabilité plutôt que l'exploitation, la pensée à long terme plutôt que le gain à court terme. Michel, non plus fou mais changé à jamais, servait de gardien et d'érudit en chef de l'archive. Ses journaux, les publics, devinrent des best-sellers, bien que les lecteurs supposent que ces récits de possibilités cosmiques étaient de la science-fiction brillante plutôt qu'une expérience vécue. Un soir, alors qu'une pluie de printemps tombait sur le toit couvert d'herbe de la demeure troglodyte, Sandrine se retrouva à organiser un dîner inhabituel. Morin était là, maintenant une alliée de confiance qui aidait à gérer le flux d'informations. Dupuis avait amené 2 nouvelles recrues, des scientifiques qui s'étaient montrés prêts pour de plus grandes vérités. Manon se déplaçait entre les adultes avec l'aisance de quelqu'un qui avait grandi en gardant des secrets de la taille du cosmos. « Vous savez ce qui me frappe le plus ?» dit Morin en sirotant du vin dans un verre qui coûtait probablement plus cher que l'ancienne voiture de Sandrine. Ce n'est pas la technologie ou les extraterrestres, ni même la richesse. C'est à quel point c'est devenu normal. Comment nous nous sommes adaptés à vivre avec l'impossible. Michel rit. Les humains sont remarquablement adaptables. C'est l'une des plus grandes forces de notre espèce. Donnez-nous du temps et nous pouvons tout normaliser.
Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Demanda Dupuis. Les deux, répondit Manon. Ça veut dire qu'on peut accepter l'extraordinaire sans perdre la tête. Mais ça veut aussi dire qu'on peut devenir complaisant face au miracle. Sandrine regarda sa fille, toujours son bébé malgré la sagesse dans ses yeux, et ressentit le mélange familier de fierté et d'inquiétude. Manon avait sacrifié une enfance normale pour cette responsabilité. Mais alors, qu'est-ce qui était normal, maintenant? Les évaluateurs reviendront, continua Manon. Pas demain ni l'année prochaine, mais un jour. Et quand ils le feront, ils voudront voir plus qu'un progrès technologique. Ils voudront voir de la sagesse, de l'unité. La preuve que nous pouvons rejoindre la communauté galactique sans y apporter nos conflits. Pas de pression, marmonna Morin. Mais Sandrine sourit. Nous sommes arrivés jusqu'ici. D'une maison à 100 € à gardien de l'avenir de l'humanité. Je pense qu'on peut gérer un peu plus de pression. Tard cette nuit-là, après le départ des invités, Sandrine et Manon se tenaient au cœur des archives. Le réseau de communication bourdonnait de messages de mondes lointains, des encouragements, des avertissements, des expériences partagées d'espèces qui avaient suivi ce chemin avant elle. Le regrettes-tu parfois? Demanda Sandrine. D'avoir trouvé la clé, d'avoir ouvert tout ça? Manon considéra la question avec le sérieux qu'elle méritait. Parfois, je me demande ce que ce serait d'être juste une adolescente normale. De m'inquiéter des devoirs et des amourettes au lieu du bulletin de notes cosmiques de l'humanité. Elle fit une pause. Mais ensuite, je pense à tous les gens que nous avons aidés, à tous les problèmes que nous résolvons. Et je sais que c'est ce que nous sommes censés faire. Sandrine la serra contre elle. Je suis fier de toi. Pas pour ce que tu sais ou ce que tu peux faire, mais pour celle que tu as choisi d'être avec tout ce savoir et cette capacité. J'ai appris de la meilleure, dit Manon. Tu m'as montré que la vraie force, ce n'est pas ce que tu peux prendre, c'est ce que tu peux donner. Elles se tenaient ensemble, mère et fille, au cœur d'une archive impossible, entourée des rêves et du savoir d'un millier de mondes. Dehors, l'humanité poursuivait sa lente transformation, ignorant que son avenir avait été façonné par la volonté d'une femme désespérée de payer 100 € pour de l'espoir. Le conte de fées était devenu réalité. La demeure troglodyte avait livré ses trésors. Mais le plus grand trésor n'était pas l'or ou les gemmes, ni même le savoir cosmique. C'était la preuve qu'une seule personne, poussée par l'amour et la nécessité, pouvait changer le cours des mondes. L'archive chantait autour d'elle, patiente comme la pierre, certaine comme les étoiles. Et quelque part parmi ces harmonies, Sandrine entendit la promesse de ce que l'humanité pourrait devenir. Non pas grâce à des cadeaux venus du ciel, mais grâce au choix d'individus prêts à transformer le désespoir en détermination, les secrets en service, et un investissement de 100 € en un héritage qui résonnerait à travers le cosmos. Alors qu'elle remontait à la demeure troglodyte, Manon s'arrêta à l'entrée de l'archive. « Maman, les pierres me montrent quelque chose. Une date. Pas très loin. Quelque chose d'important va se passer. Bon ou mauvais? » Le sourire de Manon était mystérieux, plus vieux que son âge. Ça dépend entièrement de nous. La transformation était complète. Mais l'histoire, la véritable histoire de l'humanité parmi les étoiles, venait juste de commencer. Et dans une petite maison ronde construite à flanc de colline en Normandie, deux gardiennes de secrets impossibles se préparaient pour la suite, sûres du fait qu'un seul acte d'espoir désespéré avait mis en mouvement des changements qui se propageraient à travers l'espace et le temps, prouvant une fois pour toutes que les plus petits investissements faits avec les intentions les plus pures pouvaient rapporter des dividendes au-delà de toute mesure ou imagination.